allez me dire, on est en mars, on est au printemps là, ça y est. Et voilà une vidéo de janvier 2024. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben oui. Écoutez, c'est comme ça, vous allez me dire pourquoi t'as pas fait janvier et février? Bah parce que ça va déjà durer presque 1h30 et que les vidéos de 6 heures, écoutez, ça va bien 5 minutes. Donc on se retrouve pour une vidéo des découvertes de janvier 2024 avec comme d'habitude des jeux que j'ai aimés, des jeux que je n'ai pas aimés du tout, d'autres que j'ai trouvé moyens et enfin quelques tops. Profitez-en, il y a beaucoup de tops dans cette vidéo, ce sera pas le cas forcément dans toutes les vidéos qui vont venir. Comme d'habitude, c'est une vidéo où il va y avoir des jeux que j'ai découverts en version numérique, en version physique, en version également française ou non. Ça va pas être par ordre de préférence, mais par ordre alphabétique dans les différentes parties. Également, ça peut être des nouveautés ou non. Ça peut être des jeux où j'ai fait 25 parties et des jeux où j'en ai fait 2 ou 3. C'est rarement des jeux où j'ai fait quand même qu'une seule partie. Voilà, à chaque fois, j'essaie d'utiliser les ressources proposées par les éditeurs en termes de visuel, quand c'est possible. That's Not a Hat qui arrivera en fin de vidéo, voilà, Ravensburger quand même, hein. c'est pas rien. Il y avait pas grand chose à se mettre sous la main, voilà. Idem pour Spiral avec Boreal, qui ont des très beaux visuels, mais qui a très peu d'images pour accompagner tout ça. Il y a bien un petit trailer, mais c'est un peu tout, c'est dommage. Voilà, toujours mon petit truc. Également, alors il n'y en aura pas ce mois-ci, je crois, des visuels, parce que du coup, sinon j'essaye de trouver des visuels proposés par Eric, qui m'a autorisé à les utiliser, donc de What's Eric Playing. Je crois que ce mois-ci, il n'y en a aucun, mais je vous mets quand même son Instagram et son site dans la petite barre d'infos, et puis là, sur le côté, parce que j'utilise sinon tous les mois. Autre spécificité de ce mois-ci, et je crois que c'est peut-être la première fois, vous me direz si je me trompe, dans les commentaires, mais il y aura aucun jeu de pli ou de défausse. Aucun, dans aucune des parties. Je crois que c'est bien presque une première. Il y aura bien quelques jeux de cartes, hein. Vous voyez ici la 50 missions qui est un jeu de cartes, hein. Mais pas de jeu de pli ou de défausse ce mois-ci. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît ou pas, il y a en dessous les petits pouces qui vont bien. Vous pouvez aussi partager la vidéo, vous pouvez commenter sur mes choix ou sur vos propres découvertes. Donc voilà, et également il y a le petit Buy Me a Coffee si vous voulez, pareil je vous mets toujours le petit QR code et compagnie, et les liens dans la description, c'est si vous désirez soutenir le podcast sans aucune contrepartie, ni de contenu, ni éditorial, mais que vous avez de l'argent, que vous aimez soutenir les producteurs ou productrices de contenu directement, vous pouvez aller faire un tour, ça changera rien, encore une fois au contenu, hein, il y aura toujours le même, mais vous pouvez y aller. Comme d'habitude, on va pouvoir y aller, et on va commencer par les trucs pas terribles, par les déceptions. C'est parti. On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. On va commencer par du pur jeu d'ambiance. On va le dire très très idiot, et honnêtement, si les personnes autour de la table sont pas trop inhibées et trop mal à l'aise, c'est un jeu qui promet pas mal de rire. C'est Animal Suspect, qui date d'il y a 10 ans, hein, 2014 déjà, et en fait il est ressorti en 2022, plutôt du côté international, sous le nom Animotion. Motion, pas pour le mouvement, pour les émotions, emotion, hein, puisque on est dans du jeu de mime, de mime, où on va se voir attribuer de manière un peu aléatoire une paire animal-émotion, donc il y aura un animal et une émotion, d'ailleurs émotion plus ou moins, disons un adjectif, et en gros l'idée c'est que ce truc que les autres ne connaîtront pas, il va falloir le mimer, mais en une seule fois. Quand je dis en une seule fois, je veux dire que, prenons l'exemple d'un rhinocéros subtil, on n'a pas le droit de d'abord faire le rhinocéros, puis après d'essayer de mimer l'adjectif subtil. On doit faire ça en un mime. Alors évidemment, les autres, vous le devinez, ils doivent justement deviner en ayant face visible toutes les paires possibles. Donc voilà, parmi toutes ces paires, à eux de deviner lesquelles sont associées. Et évidemment, ça fait marquer quelques points. Alors vous le devinez, hein, y a des paires qui sont plus ou moins difficiles, plus ou moins rigolotes, plus ou moins gênantes. Et vous le savez aussi, on s'intéresse pas trop au fait de marquer des points, c'est plutôt que quand on voit certaines paires, on se dit « Ah, ça serait peut-être rigolo d'observer ça ». On envisage un peu certaines paires, la manière dont elles pourraient être interprétées par les personnes. Bon, ça va pas plus loin, ça fait un peu jeu de potes, dont l'idée en fait aurait pu être proposée gratuitement, en tout cas sans passer forcément par un éditeur avec... C'est le genre de truc où moi je vois bien un paiement direct des auteurs, des autrices, une mise à disposition des mots, évidemment il y a totalement la possibilité de créer les siens. Surtout que moi je trouve que l'édition de l'époque, je crois que c'était chez Gigamix, c'est un peu quelconque, ça apporte pas grand chose à la règle en elle-même, il y a cette espèce de petit canard qui
qui apporte pas grand chose. Donc bon, moi j'ai pas passé un mauvais moment, parce que les personnes autour de la table étaient bonnes. Évidemment, le moment sera plus ou moins bon selon les gens autour de la table, mais c'est pas non plus une proposition mémorable, et au cours même de la partie j'ai trouvé le temps un peu longuet, c'est rigolo à découvrir, il y a quelques paires rigolotes, mais bon, je me suis quand même un petit peu lassé. Alors je pourrais y rejouer quelques tours ici ou là sans déplaisir lors de certaines situations, mais c'est quand même pas un très très bon jeu d'ambiance. Rappelez-vous, il y a un peu plus d'1 an maintenant, dans le bilan de 2022, j'avais exprimé mon plaisir pour District Noir, qui est un jeu japonais à 2 uniquement, un jeu plein de tension, qui était une très très bonne première pioche pour Spiral Edition qui s'était lancé avec District Noir. Et donc pour leur deuxième jeu, ils ont choisi de rester au Japon, que ce soit pour l'auteur ou pour l'illustratrice. D'ailleurs, c'est les deux, c'est leur premier travail dans le monde du jeu de société, en tout cas du côté de l'édition, si j'en crois à Board Game Geek. Et également, au-delà du Japon, Spiral a choisi de rester dans le jeu uniquement à 2. En général, moi, c'est la configuration que je pratique le plus et que j'aime en général, parce que forcément c'est souvent des trucs où il y a pas mal de tension et tout. Et alors après District Noir, moi je me disais ok, je vais suivre ce que fait Spiral. Ça crée un peu des attentes en termes de qualité, et pour le moment je trouve que Boreal, moi c'est un choix très décevant, et j'avais un intérêt pour les éditions de Spiral, et les choix de jeux qu'ils pourraient éditer, disons que ça modère pas mal mon intérêt, et ça me fait un peu m'éloigner de l'éditeur. Alors je précise quand même que j'ai pu y jouer qu'en version numérique sur Board Game Arena. D'ailleurs, voilà, il y a pas de... Il a été retiré, en fait, il était en bêta, il a été retiré, parce que l'éditeur a indiqué qu'il y a eu des retours. En fait, il y a eu plusieurs retours mitigés sur le jeu, il n'y a pas que moi qui suis mitigé dessus, il y a plein de gens qui ont dit, ouais, bon, notamment comparé à District Noir, alors c'est un jeu très différent de District Noir, mais que c'est beaucoup moins marquant. Et du coup, après tous ces retours-là, et des retours aussi à Cannes, comme quoi, ah mais c'est bien sur table alors, mesurez bien tout ça, hein, c'est du discours éditorial. Mais l'idée c'était que, bon bah sur Board Game Arena, on ressent pas du tout l'expérience vécue sur table. J'ai pas mal parlé du jeu, justement, du fait de ce retrait lors d'un hebdo jeu de société de début mars. Allez voir ce que j'en dis, j'ai développé pas mal de trucs autour de ça, autour du fait de juger un jeu en numérique, de ce discours éditorial, etc. Évidemment, c'est plus simple de dire ça que de reconnaître qu'en fait, le jeu est médiocre, ou raté, mais quand même garder à l'esprit que moi j'ai joué effectivement qu'en numérique, et que, peut-être, moi je demande que ça, hein, même si j'en doute, que peut-être que si j'y joue sur table, ça changera tout. À ce moment-là, je l'indiquerai dans un hebdo, une mise à jour, c'est un peu les limites de cet exercice d'avis de découverte. Je pourrais me passer évidemment des sorties numériques. J'ai suffisamment confiance en moi pour le coup pour en faire un avis sur ce jeu-là. Sinon, en général, je repousse l'avis à plusieurs mois. Parce que honnêtement, vu le cœur du game design, et pour moi c'est un cœur qui est identifiable très facilement dans la version qu'il y avait sur Board Game Arena, quand bien même, encore une fois, l'expérience peut être un peu différente, sans doute qu'il y aura des améliorations d'ergonomie, mais je doute très très fort, et évidemment je souhaite me tromper, parce que moi mon but c'est de passer des bons moments, mais je doute que le passage sur table ça change grand chose à mon ressenti. C'est pour ça que je me permets de faire ce petit avis, parce que il y a une espèce de prise en face à face comme ça, avec une espèce de rivière au milieu, et en fait il y a cette espèce de coup en miroir, je sais pas exactement comment le dire, mais en gros voilà, on a deux trucs un peu qui se rencontrent et qui se croisent, qui sont une espèce de miroir, voilà. Et du coup ça pousse parfois à prendre une tuile qu'on voit accessible pour l'autre. C'est une idée intéressante, c'est la meilleure idée du jeu je trouve, mais finalement, au-delà de l'idée, je trouve que c'est un peu artificiel, parce qu'après plusieurs parties, bon, on est quand même en train d'essayer de prendre des choses qui vont maximiser notre score, sauf de temps en temps on va essayer de réserver un truc qu'on voit qui peut intéresser l'autre, sans forcément la réservation comme dans Splendor est pas punitive, donc elle est limitée, mais on peut réserver juste pour bloquer l'autre, ça va dépendre de votre style de jeu, mais bon, le gros problème c'est qu'au-delà de la promesse de ce système que moi je trouve pas trop réalisé, derrière ça mène encore une fois qu'à un système de pause et de scoring qui est pas intéressant du tout. Il y a une espèce de construction en pyramide ou en triangle. Voilà, petit à petit ça va bloquer certaines phases de revenus quand on va poser des cartes au-dessus d'autres, et puis à la fin, voilà, les cartes qu'on a posées, on va marquer des points, de certaines manières, de manière très peu originale, soit parce que il faut être à côté de telle couleur, soit parce qu'il faut être à tel étage plutôt qu'à tel autre. Voilà, il y a aussi des cartes qui, plutôt que des effets de scoring, ils ont des effets lors de certaines pauses, qui moi est un truc que j'aime plutôt. Ça permet par exemple de interchanger des cartes, de supprimer des cartes de la rivière. L'idée des effets immédiats, c'est quelque chose que j'aime bien, mais je trouve que les effets sont pas très originaux, voilà, ça m'enthousiasme pas des masses, et finalement, moi, Boreal, malgré mes plusieurs parties, j'ai trouvé à chaque fois que c'était très très fadasse. Y a rien qui sort du lot, y a rien qui me procure vraiment d'émotion, y a pas de tension, y a pas de frustration, mais pourquoi pas, à la limite, un jeu qui s'éloignerait de la tension, on n'a pas demandé un District Noir de bis, mais y a pas non plus la satisfaction, en fait, tout simplement, ni l'impression de construire grand chose, et j'ai l'impression vraiment que c'est un jeu comme il en existe plein d'autres,
et qui fait partie de ces jeux qui pourraient ne pas exister, que ça changerait rien à la face du monde du jeu de société. Si ce n'est que effectivement c'est très joli, beau travail de l'illustratrice, aucun doute là-dessus. Mais pour moi c'est de la mauvaise communication parce que c'est très joli, mais ça communique absolument pas selon moi ce que va représenter le jeu. Puisque je crois que on est des exploratrices, quelque chose comme ça, et qu'on va découvrir des territoires, blablabla. Cette couverture ne reflète absolument pas ce sentiment d'opposition et du jeu compétitif. Les deux exploratrices qu'on voit sur la couve, elles semblent pas être en concurrence. Alors, elles sont pas forcément les personnes qui représentent les joueuses, mais tout de même. C'est quelque chose que je note rarement, hein. Je fais rarement une analyse de couve, pour ça allez écouter Elodie chez Proxy Jeux. Mais là, c'est parce que je le note, parce que quelques mois avant la sortie, lorsque la couverture de Boréal avait été révélée, Spiral s'était amusé sur Facebook à dire à votre avis, à partir de cette couverture, qu'est-ce que le jeu pourrait être? Est-ce que ce serait un jeu à 2 ou un jeu à plus? Est-ce que ce serait un compétitif ou un coopératif? Bon, pourquoi pas ce genre de com, mais c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'en fait, ça montre que t'as une promesse et qu'en fait, des fois, tu tombes complètement à côté du coup. Parce que effectivement, moi, quand j'avais vu la couve, on aurait pu s'attendre avec ces deux personnes sur la couve qui sont côte à côte et tout, du coopératif à 2. Donc je trouve que la couve est très belle, mais elle est mal choisie. Et le choix justement de faire de la communication spécifique là-dessus, j'ai trouvé que c'était un mauvais choix. Parce que effectivement, avec le visuel du jeu, on essaye de transmettre une réalité de ressenti, et c'est pas le cas. Donc bon, voilà, je finis en faisant une blague, je l'ai déjà faite, c'est pas une inédite, désolé, mais je la refais au cas où. En tout cas, pour Boréal, moi je me lèverai pas, pour jouer à Boréal, pardon, je fais mes blagues et en plus je les rate, pour jouer à Boréal, je me lèverai pas aux aurores. On passe au jeu enfant avec ce petit jeu de bluff et de guessing qui est Cochon Rapido, dans lequel on va essayer de déplacer ses cochons pour récupérer des pommes. Le système c'est tout simple, on choisit une carte qui a un nombre de 1 à 6, on le choisit évidemment secrètement, et la personne à notre gauche elle va essayer de deviner, elle va dire hey, je pense que c'est le 5. Alors si effectivement c'était le 5, et cette personne avance son cochon de 5, bravo, et le tour il est fini. Mais si admettons il dit le 4, on lui dit ah non, pas du tout. Et moi j'avance de 4 du coup, parce que j'avance mon cochon du nombre de cases de la proposition faite par l'adversaire. Je sais pas si cette phrase a du sens, mais du coup en plus je défausse la carte 4. Puis soit je dis ok, fin du tour, soit retente, t'as une nouvelle chance. Et comme ça peut-être que s'il propose le 2, je vais pouvoir avancer de 2 en plus. Et faire mon tour ou continuer. Sachant que petit à petit, vous vous en doutez, ça réduit le nombre de choix possibles. Donc il y a de plus en plus de chances que la personne tombe sur le bon nombre. En pur terme de déduction, parce qu'évidemment en plus il y a du guessing. Ça s'arrête là, puisque le but après c'est de récupérer des pommes qu'on récupère quand on passe à certains endroits. Il y a en plus une petite règle de saute mouton ou saute cochon quoi en l'occurrence. Dans l'idée c'est plutôt malin, il y a des petits choix, il y a un peu de guessing évidemment, il y a quand c'est la personne qui propose, quand on doit deviner, on a envie de proposer un grand nombre, parce que si effectivement la personne qui a choisi la carte a choisi un grand nombre et que c'est effectivement ça qu'on trouve, ça nous permet d'avancer beaucoup pendant le tour de l'autre. Le problème c'est que si c'est pas le cas, on laisse l'adversaire progresser d'autant, donc peut-être que c'est mieux de dire des 2 ou des 3, mais ça l'adversaire le sait. Donc voilà, et c'est des genres de dilemmes qui se posent également pour la personne qui choisit la carte à deviner. Et il y a cette espèce de mind game qui se base, on va le dire, sur pas grand chose au-delà de la psychologie inversée et tout, et petit à petit quand même dans la partie elle-même, il y a une petite méta qui peut se créer, qui va se baser un peu sur les choix précédents. En plus évidemment, il y a quand même un élément concret sur lequel on peut se baser, c'est regarder le nombre de cases que la personne a intérêt d'avancer. Ça veut rien dire. On veut regarder de combien de cases la personne a intérêt à avancer. Est-ce que c'est plus français? Je le pense. Donc ça c'est quand même un intérêt réel, en comptant le saut de cochon, etc. Alors c'est pas un jeu pourri, c'est loin d'être le pire de sa catégorie, notamment parce que moi je suis assez client des jeux de guessing comme ça, même si j'avais pas aimé Quickshot, et je trouve que c'est plutôt bien adapté comme proposition pour un jeu enfant, même si le bluff, le guessing, tout cet aspect méta, c'est en général une compétence qui est développée plus tard qu'à 5 ans, je crois que le jeu est annoncé à partir de 5 ans, donc il y a des chances que le jeu soit un peu mort, parce que le gamin va peut-être pas tenter de bluffer, et du coup la partie est pas très intéressante. En gros la personne va toujours choisir le 6 et en tant qu'adulte on va dire 6 et voilà, et du coup on va punir cet enfant, le pauvre. C'est un peu entre deux, je sais pas, peut-être un peu plus à partir de 7-8 ans, après ça dépend évidemment des gamins, mais cependant moi j'aime bien ce genre et tout, mais j'ai eu le sentiment que dans notre partie l'enfant avec qui on jouait, qui est pile dans l'âge visé, c'est un peu ennuyé que ce soit nous ou lui. Ce qui est dommage parce que c'est normalement des jeux où tu rigoles bien. J'ai des souvenirs je crois de Théo Rivière et Ludovic Maublanc qui avaient beaucoup aimé ça à la sortie lors d'une interview à des Bretzel et des jeux. Moi je trouve que c'est quand même des émotions ressenties redondantes
donc on se lasse assez vite, après 1 ou 2 tours. J'ai pas l'impression que la méta se mette vraiment en place, et comme dit, peut-être que moi je pourrais m'ennuyer. Alors pour moi un bon jeu enfant doit quand même me satisfaire et tout, d'une certaine manière en tout cas, quand bien même je peux mettre de côté mon ressenti, si je vois que le gamin il s'éclate et tout, il y a sûrement des raisons que moi j'ignore. Bah là, l'enfant qui était à la table, alors il y en avait qu'un, j'ai trouvé que au niveau des choix, il utilisait pas ce qui était à sa disposition, et je pense pas que ce soit la faute de l'enfant vu les autres jeux auxquels il joue, et ça avait pas l'air de beaucoup l'amuser malheureusement. Les dés, c'est un matériel que j'adore dans le loisir du jeu de société parce que c'est un moyen facile et historique d'amener du hasard, même si c'est aussi un matériel qui est souvent associé au genre souvent un peu triste du roll and move type Monopoly ou jeu de loi, etc. Mais ce qui est cool, moi j'adore quand il y a cette modernité du jeu de société qui s'approprie un objet, qui en exploite la mise en scène, les faces, le nombre de lancers, tout ça. Alors souvent, ça se traduit par un pauvre dice dans le titre du jeu. Je crois que c'est Matt qui il y a quelques mois avait fait une chronique là-dessus dans les chroniques de Proxy Jeux. Ici c'est le cas, c'est Karma Dice. Voilà, l'originalité, elle n'est pas ici. Et alors vous le savez, à force, enfin sauf si c'est la première vidéo, dans ce cas-là vous la prenez, mais moi, un de mes chevaux de bataille, c'est le stop ou encore. C'est un genre que j'adore, et notamment parce que je suis très sensible aux émotions qu'il procure, c'est aussi un genre qui, même si je suis capable d'émettre des nuances et tout, et d'avoir ce filtre-là, je suis plutôt tolérant avec ces jeux parce que j'adore ça. Voilà, donc même si c'est une proposition qui se répète, je vais prendre beaucoup de plaisir dessus. Donc, pour qu'un jeu de stop ou encore avec relance 2D, ce soit dans des trucs vraiment pas ouf, faut y aller. Et Karma Dice, malheureusement, c'est pas avec le dos de la cuillère qu'il y est allé, parce qu'en plus de ça, d'un genre que j'aime bien, il a une promesse, une vraie promesse, de se dire tiens, peut-être qu'il change un peu et que c'est pas un truc qu'on a vu 100 fois. C'est l'idée d'aborder ce genre-là avec des dés de couleurs, mais surtout, donc les couleurs elles ont un sens, c'est parce qu'elles ont toutes, tous ces dés de ces différentes couleurs ont différents pouvoirs. Donc on va lancer des dés qui ont des pouvoirs, et ça moi ça me donnait trop envie, et du coup petit à petit en fait on va avoir des dés de base, et puis on va pouvoir personnaliser un peu ces dés qui sont disponibles, avec un système de catch-up qui va donner un peu la priorité aux personnes qui sont derrière en termes de points, et moi franchement ce pitch là ça m'a donné super envie, sauf que derrière y a rien qui suit. Les pouvoirs, ils sont pas foufous. C'est ce dé-là il est doublé, ce dé-là il est triplé. Il y en a qui est des plus originaux, je crois que c'est celui qui permet de retirer un dé qui offre des choix un peu plus intéressants. Mais bon, comme dit, il fonctionne. Ensuite il y a ces cartes. Des cartes, on en a une. Alors déjà c'est un truc optionnel qui permet un départ très très légèrement asymétrique parce que on a un dé spécifique en début de partie et ça va donner un pouvoir aussi, ces cartes. Pourquoi pas? Mais en fait les pouvoirs des cartes sont nuls et en plus tu peux les utiliser une seule fois dans la partie. Donc là aussi un petit problème. Il me dit autant ne pas le mettre. Et enfin, parce que ça c'est des détails, le problème principal c'est que le système de jeu en lui-même, il est pas très intéressant. L'idée c'est de placer des valeurs croissantes en se disant là je lance X dés. Donc je choisis avant de les lancer combien j'en lance, et à chaque fois il faut que je fasse un nombre plus grand que le précédent, en prenant en compte tous les pouvoirs, etc. Et moi, c'est des dynamiques auxquelles je suis sensible. La prise de risque, se dire, est-ce que je lance plus de dés, est-ce que j'en lance moins, est-ce que je vais du coup le payer. Et là, en fait, je me suis contenté, et c'est vraiment pas mon genre, de faire des probabilités sans avoir jamais une étincelle, ni un sentiment d'explosion quand justement, on prend un risque et ça paye. Autour de la table, jamais on se pousse au crime, alors que c'est un truc que j'adore dans ce genre de jeu. Voilà, on est là, on augmente petit à petit, et puis il y a un final en fait à chaque tour qui est totalement climatique. Non, anti-climatique, ça c'est plutôt Donald Trump. Non, il y a pas de climax quoi. Au contraire, parce qu'on finit un truc où on sait qu'on a aucun risque, qu'on a aucun intérêt à garder des dés, donc on va tous les lancer. Voilà. Et c'est tout ce qui se passe. Alors ici et là, il y a quelques choix sur les dés du fait des pouvoirs. Et de temps en temps, il y a un lancer un peu improbable et raté, ou au contraire réussi, mais c'est extrêmement rare, et moi j'attends de ce genre de jeu qu'il y ait des sensations quasiment à chaque lancer et tout, et d'avoir un peu d'adrénaline. Là, moi, j'ai trouvé ça super plat, alors qu'encore une fois, ce genre de jeu, c'est leur force. Donc, ils n'utilisent pas les forces de ces propositions-là. Je trouve aussi que le système de catch-up fonctionne pas de ouf. Parfois, t'as l'impression d'être très très vite largué, de pouvoir jamais revenir, sans jamais vraiment l'avoir mérité. Là où, en fait, un Can't Stop, pour prendre un exemple très connu, ça offre des axes plus intéressants pour essayer de revenir dans une partie, par exemple aller sur le 2 ou le 12, c'est risqué, mais ça peut permettre de revenir. Et si le jeu en lui-même, la qualité du jeu ludique ne suffisait pas, il y a une édition aussi qui est assez désastreuse à mon goût. Il y a des choix de couleurs de dés qui vraiment ça va pas du tout, c'est-à-dire que c'est super proche, et même sans daltonien ou daltonienne à la table, ça a posé à chaque fois des soucis en se disant attends, mais c'est quoi, c'est les dés rouges, les oranges, mais il y a aussi du bleu clair et du bleu foncé, on distingue pas trop mal
en tout cas pour ma part, le bleu foncé et le bleu clair. Il y a aussi du violet, t'es là et tu te dis, bon, alors je sais qu'il n'y a pas des couleurs infinies et tout, mais waouh. Également, au niveau de la règle, il y a des questions qu'on se pose de, attends, mais donc là, mon dé, il est triplé, mais quand je le pose, il a sa valeur. Pour la suite, est-ce qu'il faut que je dépasse la valeur du dé ou la valeur de la valeur précédente? Des petites questions qu'on ne devrait pas avoir à se poser. Donc voilà, dommage parce que il y a une vraie promesse de dé à pouvoir. J'espère qu'un jour peut-être un bon jeu naîtra de cette idée. Mais ici, Karma Dice, pour moi, c'est un des stops ou encore les plus plats et les moins enthousiasmants que j'ai pu essayer. Comme Cochon Rapido et d'autres jeux qui suivront, celui-là c'est un jeu que j'ai découvert au Philibert en attendant des amis pour un brunch. Je crois que c'est un gros carton en termes de vente, très populaire, qui a récemment connu aussi une version duo. Alors Cluster de base peut tout à fait se jouer à deux. Et la grosse particularité, enfin il y en a deux, il y a le fait d'être joué dans un espace délimité par une corde, donc un espace mobile. L'autre truc du jeu, c'est que les pièces sont des aimants. Donc il y a du magnétisme là-dedans. Sinon, on est dans le pur jeu de placement, on va jouer donc évidemment sur le magnétisme. Le but c'est de se débarrasser de ces pièces, on va en placer une par tour, on va essayer d'éviter que ça attire les autres pièces qui ont été placées à l'intérieur de la corde. Sinon, toutes les pièces rassemblées on les récupère, donc évidemment ça nous éloigne de la victoire. C'est tout con, c'est une idée qui se passe sur pas grand chose, mais il fallait la voir. L'utilisation de la corde et du magnétisme est plutôt bonne, c'est plutôt rigolo, mais il y a un peu une scénographie quand même, parce que il y a ce truc, cette petite tension quand tu la poses, tu les vois un petit peu bouger, tu peux essayer de pousser certaines pièces avec le magnétisme, donc ouais, il y a un peu de mise en scène et un peu de moments de suspense, mais bon, passer la découverte et le côté gimmick, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose de mémorable. Des fois tu te retrouves vraiment coincé et tu sais que tu vas être obligé d'ouvrir des grosses possibilités pour la personne suivante. Voilà, bon. Je vous conseille quand même de le découvrir si vous en avez l'occasion, peut-être justement dans un bar à jeux ou chez des amis. Je comprends un peu que le côté très immédiat du truc et la mise en scène, ça ait pu en faire un succès commercial. Moi je reste quand même assez réservé sur l'intérêt réel du jeu. Allez, on va passer sur la grosse daube du mois, c'est Lynx. C'est lui, voilà, le pitch. Alors évidemment, il y a certains jeux, plutôt que de se vendre en essayant de se vendre sur un gameplay, sur des bonnes idées ou quoi caisse, et là c'est juste un pitch. C'est hey, est-ce que vous avez déjà joué à un mélange entre le morpion et le pierre-feuille-ciseau? Le morpion parce qu'il faut aligner 3 de ses pièces, que ce soit face visible ou face cachée. Enfin, il faut que les 3 soient face visible ou les 3 faces cachées, on peut pas avoir 2 faces cachées et une face visible alignée, ça marche pas. Et le Shifumi parce que chaque pièce a un des 3 symboles, alors il n'y a pas le puits, mais voilà le pierre-feuille-ciseau. Et donc, quand il y a une pièce qui est posée, que ce soit la nôtre ou celle d'un adversaire, et qu'on voit le symbole dessus, si je vois une pierre, elle peut être recouverte par une pièce qui le bat, et du coup c'est comme ça qu'on pose nos pièces face cachée. Donc si je pose face visible une pierre, un ou une adversaire, ou moi même plus tard, je pourrais poser par-dessus une feuille, parce que la feuille bat la pierre. Et du coup, si c'est l'adversaire qui le fait, il me retire une pièce et il met une des siennes. Donc voilà, c'est un peu tout. Il y a aussi un espace limité qui va dépendre du nombre de joueurs ou joueuses. C'est pas totalement abstrait ni calculatoire parce que les pièces qu'on va pouvoir jouer et récupérer, on va les piocher. Donc il y a voilà à ce niveau-là c'est voilà. Mais vous dites vous finissez et vous jouez et vous vous dites pourquoi. Alors j'ai joué qu'en numérique aussi. Là aussi je pense que ça change rien. Aucun intérêt. Je parlais de l'aléatoire, moi c'est quelque chose que j'aime plutôt, vous le savez, j'aime pas les informations complètes, mais dans ce qui ressemble quand même beaucoup à un jeu abstrait finalement, ça crée des situations parfaitement injustes et totalement incontrôlables, qui sont pas justifiées par le fait que la partie dure 5 minutes, c'est toujours un argument de merde ça, c'est pas parce que le jeu dure 5 minutes qu'il peut être n'importe quoi, il y a des très bons jeux de 5 minutes. C'est-à-dire c'est nul mais ça dure 5 minutes, ok tu souffres moins longtemps mais ça reste un jeu nul. J'ai pas grand chose à rajouter honnêtement, en termes de sensations c'est vraiment zéro quoi. Toutes les personnes à qui je l'ai fait découvrir, me disaient mais attends, quoi? Pourquoi ce jeu? Je veux dire, il y a tellement de jeux qui sortent, et Matago, qui sort ce jeu, c'est les premiers à sortir je ne sais combien de jeux par semaine. Il y a donc tellement de jeux qui sortent, il y a tellement de bons jeux qui trouvent pas le chemin de l'édition. On se demande où on en est pour arriver à sortir un jeu comme Lynx, quoi, où il y a vraiment ce seul pitch marketing de haha, c'est aléatoire mais ça va vite, et pierre-feuille-ciseaux rencontre morpion, haha, voilà. Donc un jeu nul qui se joue vite, rappelez-vous que c'est d'abord un jeu nul. Allez, on se dirige vers la volière avec les adorables petits oiseaux de Songbirds, qui est sans aucun doute, je pense, le jeu le plus choupinou du mois, et je pense que c'est aussi mon préféré dans cette catégorie des jeux qui vont de vraiment nuls, comme le précédent, à bof, c'est pas ouf quand même. Il y a pas grand chose de très original, il y a un système de pause, où quand il y a des colonnes ou des lignes qui sont complètes, on vérifie quel oiseau est majoritaire, et du coup, ça va donner des points à cet oiseau, et en fait, on essaye d'avoir l'oiseau qui a le plus de points en dernière carte en main, puisqu'on va garder une carte en main, ce qui est quelque chose qui va créer bien sûr des dilemmes, etc. Mais ça reste des sensations assez agréables, je trouve, notamment, justement, il faut trouver cet équilibre pour favoriser la dernière carte qu'on veut garder,
Alors, on va essayer de favoriser cet oiseau-là, mais en même temps, cette carte qu'on veut garder, c'est une carte qu'on va pas jouer, et du coup, c'est une de moins qui va être utilisée pour remporter des majorités sur les bonnes colonnes ou les bonnes lignes, et surtout qu'en cas d'égalité finale, c'est-à-dire que si on est deux à avoir misé, je sais plus la couleur des oiseaux, mais sur, je sais pas, un rossignol, si on est deux à avoir gardé une carte rossignol, il faudrait qu'on garde plutôt une carte de haute valeur, c'est comme ça que se brise l'égalité, et une carte de haute valeur, c'est une carte qui a eu beaucoup d'influence sur le tableau. Moi, ça me fait un peu penser à Arboretum, sur certains points. Déjà, au niveau de... En fait, parce que c'est un jeu assez tendu quand même, et qu'il y a ce paradoxe entre le thème très très calme, très mignon, et un jeu qui est quand même très tendu, une grosse tension dans la tête, dans les choix à faire. Alors, c'est quand même un niveau inférieur à Arboretum, je le trouve plus abordable et moins brise neurone, celui-là, Songbirds. Et j'aime bien aussi, même si ça se rajoute à l'aspect calculatoire, il y a cette règle-là, la stupide vautour, où si, je crois, la ligne ou la colonne a plusieurs couleurs à égalité, ça s'annule pour profiter à la couleur en dessous. Il y a aussi, si on joue dans certaines configurations, il y a des cartes corbeaux qui rajoutent des règles et des calculs à faire, et je trouve que c'est un ajout qui complexifie un calcul qui, pour moi, n'est déjà pas très simple. Donc bon, après on peut jouer sans, hein, c'est pas très compliqué à faire une variante sans. Donc ouais, c'est un jeu auquel il est magnifique déjà, encore une fois, un grand plaisir de le voir les cartes en main et de voir le jeu sur la table. J'y rejouerai sans trop de problèmes, hein, si on me propose une partie, il y a des choix intéressants, il y a une interaction qui est assez forte, qui est propre au genre, hein, de création de majorité, et voilà. Pour l'anecdote, il y a aussi un mode solo, un mode coopératif, je les ai pas essayés, mais vous le savez. Ce qui va un peu l'éloigner de la catégorie suivante, de la catégorie des jeux qui sont quand même pas mal, c'est vraiment... Moi j'aime pas quand il y a cette contradiction aussi forte entre une proposition thématique et le sentiment de jeu, et également au-delà de ça il y a aussi le fait que il y a quand même un côté assez classique et pas très original et un peu trop calculatoire pour moi, mais si je devais vous conseiller un seul jeu de cette partie de la vidéo, ce serait clairement Songbirds. On finit avec un nouveau jeu à deux, exclusivement à deux, hein, et que j'ai juste essayé sur Board Game Arena, il est pas encore disponible en français. J'ai fait plusieurs parties avec plusieurs personnes en fait pour me décider où il irait. Mes premières parties pour le coup j'étais assez incertain. Alors attention, l'avertissement habituel, c'est un jeu qui est édité par Pandasaurus Games. Je le dis à chaque fois, les patrons ils avaient été épinglés par Dicebreaker suite à des témoignages sur les conditions de travail et un management qui était loin d'être exemplaire. Depuis ces accusations-là, il n'y a pas eu de nouvelles, donc j'ai pas de news, mais gardez ça à l'esprit, et gardez à l'esprit qu'il y a pas mal d'éditeurs français qui collaborent, Bombix, Spiral, je pense à vous, avec Pandasaurus Games, et qui répondent jamais à ces accusations et au fait que communiquer de manière transparente là-dessus, ce serait bien. On est dans un affrontement assez classique en termes de thématique entre un gouvernement qui est l'Empire, je crois, et la Rébellion. Il y a des objectifs différents et des systèmes différents quand même. Pas mal d'asymétrie. La Rébellion, eux, ils vont essayer de contrôler des districts, et pour ça ils vont poser des cartes et ils vont essayer de remplir en fait des conditions qui vont varier un peu en début de partie. Donc on va voir, je crois que c'est 4 conditions possibles, et il faut essayer de remplir une en fait pour contrôler un quartier, en cédant des valeurs des cartes, ou de leur couleur. Et pour le gouvernement, l'Empire, il s'agit tout simplement d'éviter ça, hein, de mater la Rébellion, et d'éviter que la Rébellion atteigne ses objectifs. Je crois que il faut tenir jusqu'à l'épuisement du deck adverse, quelque chose comme ça, et à son tour, ça va être 2 actions parmi 4 qu'on va jouer, donc c'est vraiment du choix d'action assez classique, sachant qu'il y a en plus un petit système de contraintes sur les actions jouées. Je crois que quand il y a les cartes visibles, on choisit lesquelles on joue, mais ça nous contraint à jouer au tour d'après les 2 suivantes. Suite à qu'on retourne les 4, un truc comme ça, bref. La Rébellion, en début de tour, ils vont choisir 2 districts adjacents, donc il y a 4 districts ou 5, je sais plus, qui sont les uns à côté des autres, et en gros, la Rébellion, il va choisir 2 districts qui vont être ceux sur lesquels vont s'appliquer les cartes. Ensuite, la Rébellion va jouer 2 cartes cachées et une face visible, qui vont forcément aller sur un des 2 districts, mais ça sera décidé plus tard. L'Empire joue ensuite ces fameuses actions qui vont donner un peu de contrôle sur pas mal de choses, qui vont permettre de révéler des cartes, de dire tu joueras forcément sur ce district, qui vont parfois donner des informations, et ensuite on place les cartes restantes, et la Rébellion dit là ce district là j'ai validé cette condition donc je l'ai gagné, ou bien on passe au tour suivant. C'est une idée plutôt cool, notamment parce que les 2 systèmes de jeu sont vraiment différents, t'as vraiment pas le sentiment de jouer exactement au même jeu dans les 2 parties, enfin en jouant les 2 rôles, mais finalement... Alors c'est rigolo parce que la partie se joue pas trop de manière expéditive, hein, c'est rarement trop punitif, notamment ça se joue souvent sur la fin de partie, hein, c'est assez équilibré de ce point de vue là, peut-être un peu trop, je sais pas, mais je trouve que les choix manquent un peu de piquant, un peu d'enjeu, et en dehors de quelques moments précis, il y a pas mal d'ennuis. Il y a aussi sans doute le fait que les objectifs à remplir, donc ces espèces de conditions pour le contrôle d'un district, ils sont un peu classiques, ils sont pas très intéressants, ça va être il faut qu'il y ait telle couleur, il faut qu'il y ait une suite, il faut qu'il y ait... Ce genre de trucs pas très originaux, et en plus, ils sont souvent redondants.
Donc il y a beaucoup de dynamiques qui se ressemblent dans les parties et même au sein même de la même partie, sachant qu'en plus si on utilise une condition pour gagner un district, ça ne retire pas la condition de la partie, je peux utiliser la même condition pour tous les districts pendant toute la partie. Donc ouais, je trouve ça un peu raté. Également le choix des 2 quartiers sur lesquels on agit au début du tour, ça a pas trop d'impact. Franchement dans toutes les parties que j'ai fait, c'est assez plan-plan. Alors que vraiment moi je pensais qu'en fait ce système là de choix ça créerait vraiment des endroits de tension assez spécifiques. C'est peut-être le cas dans la variante qui va valoriser le quartier du Capitole, parce que du coup je crois que c'est en gros si la rébellion gagne ce quartier là uniquement, enfin tout de suite c'est la victoire, donc du coup ça rajoute un enjeu un peu particulier sur ce quartier. Mais voilà, si je compare à un Dracula versus Van Helsing, il n'y a pas cette évolution de tension qu'on peut y retrouver. Donc c'est un peu décevant. Pas le pire jeu du mois. Par exemple, pour prendre un autre jeu à 2, je le préfère largement à Boreal en termes de sensations, mais j'en ai fait le tour très vite, le temps de me faire mon avis, et honnêtement je pense pas y revenir. Voilà, on a fini avec les déceptions, les trucs pas top, les trucs nuls, les trucs où c'est juste pas mon style de jeu, et des trucs qui sont quand même recommandables, hein, comme Songbirds. Je vous propose que maintenant on passe vraiment aux trucs qui m'ont plutôt convaincu. Alors les tops ce sera pour plus tard, mais on va pouvoir commencer avec les expériences ludiques que j'ai trouvé plutôt pas mal. Cool. 50 missions, vous le connaissez peut-être plutôt sous le nom Chaos ou Tippy-Toppy, qui sont des versions dans d'autres langues, et également c'est des règles parfois un peu différentes de l'adaptation qu'a pu en faire Ouya pour la version française. Par ailleurs, comme pas mal de jeux de l'éditeur, la version internationale elle est disponible pour y jouer en solo sur le site allemand de Schmidt, je crois, je vous mets tout ça en description. En tout cas, merci à Polgara pour la découverte de la version française. Moi j'ai fait une partie de découverte chez elle et ça m'a convaincu de rentrer dans ma ludothèque, et depuis j'ai enchaîné plus de 20 parties, et alors, voilà, cette vidéo vous le savez elle est sortie un peu en retard, c'est la découverte de janvier et on est en mars, mais ça a permis au moins une chose, c'est que voilà, avec ma compagne, avec Pauline, on a enfin réussi à atteindre les fameuses 50 missions, et oui, on a platiné le jeu dans son mode de difficulté normal. Et croyez-moi, c'est un moment assez cool quand même, que ce soit la tension des dernières missions, quand la pioche vraiment elle se réduit, et évidemment le sentiment de satisfaction quand on arrive à boucler la toute dernière mission, c'est assez cool. Mais c'est des moments qui restent des exceptions, hein, parce que déjà atteindre la médaille d'or c'est un moment très agréable avec cette remise à zéro de la pioche qui permet un peu de souffler un coup. Le système de jeu il est vraiment super simple, finalement ça offre assez peu de choix à long terme, on est vraiment sur de l'opportunisme, souvent il y a des missions ici et là qui se contredisent, on se dit que ah là punaise ça y est, voilà, toi tu viens de me pourrir ma partie. En vrai c'est souvent compensé par d'autres moments où la mission, dès qu'on va la révéler elle va être réalisée, donc tout ça s'équilibre plutôt, notamment en termes de ressenti de jeu, on a jamais l'impression de vraiment trop subir. Alors nous on joue en communiquant somme toute pas tant que ça, alors que le jeu n'est pas à communication limitée dans sa version de base. Évidemment ça rend la chose plus difficile encore, mais c'est assez naturel pour nous de jouer comme ça, sans forcément prévoir à plusieurs tours. Il y a juste quelques moments quand notre main elle est vraiment limitée, ou s'il a une personne... si notre partenaire recouvre telle carte, on va perdre à 100%, là on communique un peu plus, ou bien quand vraiment on peut réaliser une mission à un tour près où on dit là si tu me laisses ces éléments comme ça je peux valider cette mission, mais ça reste plutôt exceptionnel. Et alors c'est rigolo parce que dans l'ensemble j'ai toujours le sentiment moi que le meilleur coup par une autre main de 4 cartes seulement c'est assez évident, et que du coup 50 missions en termes de choix c'est pas un jeu très intéressant en termes d'espace de choix, notamment dans la manière dont on joue en communiquant assez peu, mais je sais pas, à chaque partie c'est vraiment un plaisir, et j'arrive pas à me retirer de la tête que c'est un jeu vraiment bien pensé. J'ai fait plus de 20 parties comme dit, et je m'en suis vraiment pas lassé du tout, et je le ressors toujours avec plaisir. Donc vous pouvez déjà essayer la version solo gratuitement pour voir le système, et si vous pensez que ça pourrait matcher chez vous, moi c'est un jeu que je vous conseille vivement. Nous on va continuer à le présenter à des amis, après je sais pas si justement le fait d'avoir réussi à battre le jeu, encore une fois dans le mode de base, je sais pas si on va le ressortir dans des modes de difficulté plus avancés, pour l'instant je ressens pas le besoin, ça me paraît finalement assez superficiel les niveaux de difficulté supérieurs, mais en tout cas 50 missions, excellente surprise, donc merci Polgara. Allez, encore une découverte made in Polgara avec The Art Project, Art étant un acronyme, mais en même temps il y a le mot art aussi, et je sais plus c'est quoi, c'est Art Robbery quelque chose. Et moi j'y allais plutôt un peu pour la science, pourquoi pas. Parce que même si j'aime plutôt certains travaux de Benoît Turpin, notamment Welcome, le premier, j'avoue que je crois client d'aucun des jeux que j'ai pu essayer de Florian Siriex. Par contre, au premier abord,
Voilà, j'avais vu les premières communications sur le jeu et tout, et pour le coup, le travail de Vincent Dutray, je le trouvais super réussi. Il y a quelques éléments caractéristiques de son travail, mais là où on peut se lasser un peu de ses couleurs, de ses bleus, de ses nuages, etc. Là, j'avais l'impression qu'il y avait une proposition un peu différente de sa palette habituelle, et aussi un très très chouette matériel pour le coup. Tout vraiment donne envie d'y aller en tout cas. Mais bon, voilà, je dis toujours ça, mais si le jeu avait été tout pourri, ça aurait rien sauvé. Voilà. Et donc The Art Project, c'est du coop assez old school, à la pandémie et compagnie. On a des objectifs à atteindre, on a des menaces face auxquelles il va falloir s'opposer. L'univers, il est assez cool, il est bien transcrit, on s'y sent bien. Enfin, on s'y sent bien. On arrive à s'y retranscrire en tout cas nous-mêmes. Et du coup, moi, ça favorise quand même quand un thème est bien fait et pertinent. Et ça me permet moi de rentrer plus facilement dans le jeu et dans son fonctionnement. Tout ça c'est assez simple, Bon voilà, évidemment il y a un potentiel effet leader dans ce genre de jeu, à vous de jouer avec les bonnes personnes. La communication, vous mettrez aussi entre vous, vous mettrez aussi les limites que vous voulez, il y a des choses dans les règles, mais vous vous adaptez. Et il y a un peu un côté petit puzzle à résoudre pour éviter de se faire vaincre par le jeu, et je crois que c'est la main blanche qui est l'organisation adverse. Il y a juste ce qu'il faut d'aléatoire, il y a juste ce qu'il faut de contrôle. Moi j'aime bien le système de combat, le système d'alliés, la manière dont tout ça progresse, comment on choisit le ou la leader à chaque fois, le côté où il y a la tension qui monte petit à petit avec la progression de la difficulté sur une même partie, et aussi la tension qui augmente lorsque certaines villes sont fermées. Tout ça est assez sympa, donc il faut évidemment essayer d'aller vers la victoire avec les gardes dont on dispose, mais en même temps il va falloir gérer cette espèce de menace en évitant qu'il y ait trop de jetons adverses qui s'accumulent sur les villes, même si ces villes-là nous intéressent pas plus que ça. C'est un peu comme prenons un exemple classique dans Pandémie, entre gérer la recherche des remèdes, qui est l'objectif du jeu, mais en même temps le besoin d'éviter que les maladies et les cubes se répandent trop pour éviter des éclosions qui peuvent être fatales. Mais moi aujourd'hui, même si je trouve que Pandémie a un thème très fort, que lui aussi c'est très bien retranscrit, qui est super pertinent, écoutez le Sortons le grand jeu ou le pour et le contre dessus, Cyrus en parle très bien. Je pense que si on me proposait entre les deux aujourd'hui, plus naturellement j'irais vers The Art Project. Évidemment il a pas l'antériorité ni le caractère historique dont dispose Pandémie, il y a plus un côté un peu suiveur. Mais et puis il y a plein de petites maps, des cartes différentes. Je suis curieux de savoir si vraiment elles apportent quelque chose. Nous on a vraiment joué, je crois, avec la carte de base. La difficulté me paraît bien dosée pour un jeu coop, c'est-à-dire que c'est pas facile, ça va nous faire perdre, mais ça va nous laisser entrevoir la victoire et des éléments de progression potentiels. Et j'ai pas eu l'impression qu'on a perdu, mais j'ai pas l'impression que c'était punitif ou quoi. Et il y a cet univers visuel qui moi m'embarque beaucoup. Donc voilà, pas un incontournable du tout, mais je trouve qu'en tout cas c'était une des belles surprises de ce mois. Allez, c'est le moment Jérémy de la vidéo, en tout cas le premier de 3 moments Jérémy. Alors on va passer très vite sur celui-ci parce que vraiment on est dans une itération des Aventuriers du Rail. Vraiment ces dernières années, il y en a vraiment beaucoup parce que c'est un best-seller, donc forcément on sort d'autres trucs. Et il y en a beaucoup qui sont dans le genre des Aventuriers du Rail New York, c'est des boîtes beaucoup plus petites, pour des expériences plus courtes, plus ramassées, et évidemment pour visiter différentes villes, pour que chaque personne puisse dire que moi aussi j'ai les Aventuriers du Rail de ma ville, même quand cette ville n'a pas de rail par ailleurs. Parce que je crois que c'est plutôt des taxis dans New York. Alors il y a certaines versions qui essayent de rajouter quelques trucs ici et là, c'est pas une dynamique nouvelle, même avant que ce soit des toutes petites boîtes, il y avait déjà des variations, ne serait-ce que Europe a déjà changé un peu la donne par rapport au jeu de base, mais bon, là, en l'occurrence, dans cette version, si vous avez joué aux Aventuriers du Bail, vraiment, le jeu de base États-Unis et tout, très peu de nouveautés dans le système, il y a juste quelques lieux qui rapportent des points ici et là si on les connecte. Moi, je vous avoue que alors j'ai joué aux Aventuriers de base et à Europe, c'est des jeux que j'aime bien en général, je continue de les aimer, même si je reconnais qu'il y a plein de nuances et tout, j'aime toujours y jouer. Mais j'avais jamais joué à un mini Aventurier du Rail, entre guillemets. Mais je trouve que, évidemment, je pense que si vous aimez pas de base les Aventuriers du Rail, difficile d'apprécier celui-là parce que le jeu c'est le même. Sauf si vraiment c'est juste la durée de partie qui vous effrayait, ou bien où vous disiez, franchement, pour les sensations qu'apporte le jeu, c'est beaucoup trop long, les 40 minutes des Aventuriers du Rail, et la mise en place et tout. Je vous avoue qu'en termes de pure game design, j'ai l'impression que c'est quand même un peu fainéant, un peu facile, un peu, je sais pas, là uniquement pour vendre des boîtes en plus. J'ai l'impression un peu qu'il y a un côté un peu fait à la chaîne, et c'est pas forcément des dynamiques que moi j'aime dans l'ensemble, dans la création, mais il y a quand même, j'ai passé un bon moment parce que j'aime le jeu de base, et je trouve quand même, il y a un truc que je retiens vraiment, c'est que sur une partie qui dure pas plus de 15 minutes, et cette version en tout cas parvient à conserver vraiment l'essence du jeu, et c'est dynamique,
c'est assez intéressant en termes d'analyse de game design, parce que du coup c'est des dynamiques qui sont pas directement liées à la durée du jeu, et ça je trouve ça cool à regarder. Donc voilà, pas grand chose à ajouter, c'est un objet intéressant, moi j'ai passé un bon moment, une proposition assez flemmarde et assez opportuniste de la part de l'éditeur, c'est vraiment là parce que c'est une licence qui se vend. J'imagine que les autres villes sont un peu pareilles, je sais pas s'il y a des spécificités, là les spécificités qu'il y a c'est vraiment de la poudre aux yeux, peut-être que vous dans les commentaires vous avez essayé, que je me trompe, et qu'il y a vraiment peut-être des versions qui valent le coup, qui valent vraiment le détour pour des spécificités, donc je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires. On retourne vers Paul Gara avec celui-là, alors celui-là, Cthulhu Death May Die, c'est un de ses jeux préférés. Et c'est un jeu que elle fait découvrir à tout le monde dès qu'elle le peut, dès qu'elle a le temps et que les personnes n'ont pas découvert assez. Moi aussi j'ai tendance à faire ça avec les jeux que j'aime bien, des fois t'aimes tellement un jeu que t'as envie que tout le monde le découvre. Moi c'était un peu Harvest à un moment. Si j'en crois les retours des personnes qui ont été initiées que je connais, dans l'ensemble c'était des initiations pleines de réussite. Moi pour ma part, alors j'ai fait une seule partie, et c'était effectivement plutôt une bonne expérience que je pourrais rejouer avec grand plaisir. Du coup je suis assez curieux de voir d'autres scénarios, d'autres grands anciens, d'autres personnages, puisque voilà, c'est un jeu qui a beaucoup de variété parce qu'il y a plein d'extensions, ça coûte assez cher et tout, mais sur une même boîte il y a en fait plein de variables d'ajustement pour justement des parties différentes, que ce soit les adversaires, les scénarios, les objectifs. Et en termes de système essentiel, le core system, c'est un coop qui est assez basique, donc on va se déplacer, on va combattre, on va essayer d'aller vers des objectifs qui vont dépendre évidemment des scénarios, il va y avoir des espèces de menaces qu'on va devoir essayer d'enrayer, il y a certains événements qui vont faire de la montée en tension, il y a certains monstres qui vont aussi fournir ce genre de sentiments, il y a un petit peu de hasard pour moi, juste qu'il faut, tout ça est très bien équilibré, voilà, le jeu est assez stylé en termes visuels, la mise en place est peut-être un peu laborieuse, mais franchement on s'y fait vite, et si on se met à plusieurs ça passe. Et alors si en plus vous êtes un gros fan de Cthulhu, moi je suis pas le plus grand des fans, mais bon, évidemment, si vous êtes fan, ça vous parlera beaucoup. Moi j'ai surtout en fait l'impression dans ce jeu-là, au-delà de l'univers et tout, qu'il est réussi là où il y a beaucoup de jeux du genre qui ont échoué. C'est dans la question du rythme, dans la question du flux de la partie, de la gestion des temps forts, et des moments un peu plus ennuyeux, mais c'est un peu bizarre, mais c'est positif. Il y a des moments où il faut poser un petit peu le rythme, et tout ça est bien géré en fait, pour justement se préparer un peu au prochain moment tendu. Typiquement, voilà, un jeu auquel on peut le comparer, ça va être Zombicide. Moi j'adorais Zombicide pour ce qu'il offrait, il y avait vraiment des scènes très fortes, cinématographiques lors de certains tours, lors de certains moments très précis, mais l'ensemble était noyé dans quelque chose de beaucoup trop routinier, beaucoup trop long, même dans les scénarios les plus simples, d'assez peu enthousiasmant en termes de système. Moi le rythme de Zombicide, franchement, c'était un gros problème qui faisait que j'avais jamais envie d'y jouer, même s'il y avait des moments mémorables en fait dans des parties de Zombicide. Je trouve que justement que tout le Death May Die, du peu que j'ai fait, ça maîtrise un peu cet équilibre là, ça garde ce côté très épique et très cinématographique, des sensations de jeu dont on va ressortir vraiment, il y a une vraie narration, et je parle pas de l'écrit, mais on a vraiment vécu une histoire pendant notre partie, des moments marquants, sans qu'il y ait ce côté de tout ça pour ça, c'est-à-dire ok, il y a ces moments-là, mais on s'est quand même fait chier. Là, c'est pas le cas. Alors après une première partie, donc ça peut varier, mais il y a quand même des tropes de jeu qui c'est pas forcément mon genre préféré en termes de choix, d'investissement personnel. Mais je comprends complètement que Cthulhu Death May Die, ça puisse être un jeu de chevet pour certaines personnes, notamment si on est en plus fan de l'univers et de la manière dont le jeu l'utilise. Moi, beaucoup de plaisir à y retourner sans aucun souci. Gardez à l'esprit que c'est un jeu qui est quand même assez cher. Moi, voilà, c'est une des limites qui fait qu'il atterrira pas dans ma ludothèque. J'ai pas envie de dépenser tout ça pour un jeu que j'ai apprécié, mais qui est pas non plus un must-have de mon côté. Mais quand même, jetez-y un œil, notamment si vous aimez le genre. Et si c'est pas vous qui allez jeter cet œil, Paul Gara, à un moment ou un autre, risque de vous arracher votre œil pour le mettre sur le plateau pour que, quand même, vous ayez un œil sur le jeu. Allez, après le gros Cthulhu, on part vers du plus petit format avec un Crazy Words, un jeu qui, comme l'indique son nom, ça va se baser sur les mots. Et je vous l'avais dit en parlant de Dictopia il y a quelques mois, moi c'est un genre que j'aime beaucoup, les jeux de mots, même si c'est un genre qui est très très excluant. Pour quelques exemples, j'aime beaucoup Mot pour Mot ou Letter Jam. Crazy Words, lui, il est beaucoup moins sérieux qu'un Letter Jam par exemple, ou qu'un Mot pour Mot, c'est le côté un peu foufou de la force. C'est aussi un jeu plus accessible qui va peut-être être un peu moins excluant justement parce que plus qu'un jeu de mots, où on va essayer d'associer des lettres et tout. En fait, c'est surtout un jeu qui va faire penser à plein de jeux d'association d'idées entre un thème et ici un mot fictif. Parce que voilà, on va avoir des lettres, des pions lettres, et chacune, on va se voir attribuer un mot, une catégorie au hasard, et il va falloir créer un mot fictif pour représenter
ce mot qui est sur une carte que les autres ne connaissent pas. Ça peut être, je sais pas, je dis comme ça parce que j'ai pas du tout le jeu sous les yeux, mais ça pourrait être une marque de soda, un film de Christopher Nolan, un jeu de pli, un salon de coiffure, un monstre de RPG, voilà. Et en plus, évidemment, vous êtes libre de créer vos propres catégories, ce qui peut être très drôle. Et donc, on fait son petit mot comme ça, on les révèle, et sans surprise, hein, en termes de scoring, on va essayer de voter pour associer les mots des autres aux catégories qu'on pensait qu'ils ou elles avaient. Donc voilà, sur la table, va y avoir toutes les catégories, on va se dire, ah bah toi, vraiment, ton gros chinchu, ça va être plutôt un salon de coiffure. Très simple, mais c'est rigolo de voir qu'est-ce que les gens ont pu imaginer, et évidemment, comme ça ne suffit pas, va y avoir les mots que les gens ont reçus, mais on va rajouter à ces mots-là, sur la table, des cartes tirées au pif, pour compliquer un peu les choses. Et ce qui est très cool dans Crazy World, c'est de voir comment le mot que nous on a créé, de manière plus ou moins inspirée, hein, ça va dépendre évidemment, ça finit par super bien coller en fait à une autre carte, que ce soit la carte d'une autre personne ou une carte qui est tirée au hasard. Donc ça c'est très rigolo toujours, moi j'adore les sensations que ça provoque. Et ce qui marche aussi, c'est évidemment, ça va dépendre de l'humour des gens et de comment est-ce que les gens arrivent à utiliser leurs lettres, mais la façon dont ces personnes vont utiliser les lettres pour faire des jeux de mots ou des choses auxquelles on n'aurait pas pensé mais qui sont très malines, des choses qui vont utiliser des espaces ou quoi, des choses parfois aussi très très absurde, et on va pas trop comprendre le lien entre le mot et la catégorie qu'il est censé représenter. Donc une bonne surprise pour moi, très bon moment autour de la table, super stimulation au moment où je crée mon mot, et sur comment je peux utiliser les caractères dont je dispose. C'est un jeu que je pense est difficile à trouver aujourd'hui, il faudra sûrement passer par le marché de l'occasion ou des lieux de jeux collectifs comme les ludothèques, mais si vous en avez l'opportunité et que vous aimez les jeux du genre, je vous engage à vraiment essayer. Le deuxième passage de Jérémy, il est ici avec un jeu, alors je vous avoue, Mésozoïque, j'en avais jamais entendu parler, même si le nom des deux auteurs, il me disait quelque chose quand j'ai vu la boîte, mais inconnu chez moi. Alors il arrive dans cette partie-là des jeux qui étaient pas mal pour une seule raison, c'est vraiment pas la manière dont on marque les points qui est assez peu intéressant et stimulant, et qui sinon il aurait été dans les c'est pas ouf sans hésiter, mais il a quand même quelque chose, Mésozoïque. C'est la manière dont on va devoir créer son tableau pour optimiser justement le placement des cartes pour arriver à scorer. Parce que le fonctionnement, donc il y a une phase de draft très très classique, pas très intéressante, enfin qui présente tous les intérêts d'un jeu de draft, mais voilà, ça invente rien. Mais le truc c'est qu'une fois qu'on a fait notre draft, chacun de notre côté, on va mélanger nos cartes, on va les disposer en grille de X par X, va y avoir une case vide, et c'est là que c'est rigolo, on va faire un taquin en temps limité, on va déclencher un chrono, et on va devoir bouger les cartes sur un système de taquin, pour essayer justement de se dire, là j'essaye de mettre ça à côté de ça, et puis ça ici, et puis d'entourer ça. Et mine de rien, c'est une pression d'un temps limité, et puis de ce système de taquin, ça finit à rendre le jeu assez prenant, et à procurer des émotions. Et alors c'est sans doute pas une utilisation unique du système du taquin dans le jeu de société, mais je vous avoue que quand j'ai joué au jeu, je me suis dit, punaise, c'est quand même bien, et c'est pas si utilisé, j'ai l'impression. Et dans le cadre proposé un peu par Mésozoïque, c'est une utilisation assez pertinente, j'ai trouvé. Donc voilà, j'ai pas grand chose à ajouter, il mérite pas forcément une grande attention, ça me paraît assez justifié et pas très étonnant qu'il soit passé sous les radars, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue. Mais quand même, il y a ce petit truc qui me paraît original, qui fait qu'il mérite peut-être quand même d'être essayé. Le deuxième et le dernier jeu enfant du mois, qu'on a aussi joué au Philibard. Ici avec Molo l'escargot, on est dans un jeu de parcours, ça reprend vraiment le système de Cartagena où quand on joue une carte, on va sur le prochain emplacement de ce symbole avec son escargot. Donc évidemment s'il y en a qui sont d'autres escargots qui sont sur ce symbole, on saute au-dessus. Il y a quelques cartes spécifiques qui permettent soit de surposer, soit de pousser les escargots. Mais le truc qui est rigolo, c'est que on est dans une espèce de battle royale d'escargots et que c'est pas une course, ou bien c'est une course à l'envers parce que on veut être le dernier escargot à sortir de la piste, ce qui est pertinent avec le thème de l'escargot, et c'est à peu près tout, sachant que la carte qu'on joue, on va la choisir parmi 2 cartes seulement. Vous pouvez jouer dans la, entre grands guillemets, que vous imaginez la version avancée, dans ce cas-là vous aurez 3 cartes en main, alors ça fait un bon pourcentage de choix en plus, certes. Alors bon, entre adultes, l'enjeu il est quand même assez faible, les choix très évidents, mais avec des enfants, identifier la carte qui permet de éviter de trop avancer, ou bien celle qui va embêter les adversaires, notamment parce qu'on va bloquer des symboles et que du coup s'ils sont obligés de jouer ça va les mener à la fin et donc les éliminer, c'est pas une dynamique aussi simple, et je trouve que on peut rapidement peut-être embrayer sur Cartagena, mais c'est peut-être une bonne porte d'entrée pour aller vers ce jeu. Et somme toute, alors bon évidemment on subit un peu la pioche des cartes, mais petit à petit quand même il y a une tension qui s'installe pour essayer de rester le dernier escargot, et même chez les adultes, ça fonctionne en termes d'émotion. On y a joué juste après Cochon Rapido, et bizarrement, voilà, Cochon Rapido est beaucoup plus ma cam en termes de mécanique et avec ce guessing, ce bluff et tout.
ça me parlait beaucoup plus. Et ben on n'a fait qu'une seule partie de Cochon Rapido et puis on a eu le temps de s'y ennuyer. Mollo l'escargot, on a enchaîné 2-3 parties. Autant l'enfant autour de la table s'est amusé que même moi en tout cas j'ai pris du plaisir plus que sur Cochon Rapido finalement. Partons sur du jeu à cocher avec cette nouvelle itération de Silver and Gold, dont moi la version de base, c'est un de mes jeux préférés du genre et c'est pas juste parce qu'il dispose des meilleurs feutres de tous les jeux à cocher. J'avoue que moi j'avais un peu peur avec ce jeu-là de le voir partir dans vous savez des déclinaisons, vous savez à la Welcome to Las Vegas et tout, ou King of New York, c'est toujours les deux exemples que je cite. C'est des jeux moi que je juge un peu inutilement complexes. Il y a l'idée on a un principe de base mais il ne suffit pas, on veut rajouter de la entre guillemets profondeur, donc on va rajouter des surcouches. Pour moi c'est la preuve qu'en fait quand on rajoute ça c'est cette immédiateté qui conférait en fait l'intérêt au jeu de base, et que rajouter des couches par-dessus au lieu de l'étoffer, en fait, on fait que l'étouffer. Et surtout, derrière, il y a Phil Walker Harding, qui est un auteur assez inégal, que j'aime plutôt suivre, quand je suis curieux, mais il a quand même récemment sorti quelques daubes, j'en ai parlé les mois passés. Mais voilà, après une intro pareille, vous vous rassurez que, et il est dans cette partie-là, donc j'ai été rassuré par les versions pyramide de Silver and Gold, parce que plutôt que de faire une escalade et en rajoutant des choses, il choisit plutôt de faire un pas de côté, c'est-à-dire qu'il garde vraiment les mêmes bases, mais il en propose des nouvelles dynamiques, parce que comme dans le premier, on va tirer des cartes polyomino et on va devoir cocher ces formes-là sur nos cartes, des cartes sur lesquelles on peut écrire, etc., ce qui est toujours une bonne chose. Le tout en 4 manches, et on va essayer de marquer des points de diverses manières. Je m'attarde pas forcément sur le système de score, mais évidemment, il diffère un peu du jeu de base sans que, là encore, ce soit pas forcément des choses plus compliquées, c'est juste des choses différentes. Mais surtout, il y a 2 modifications majeures qui vont vraiment donner un autre sentiment de jeu que sur le jeu de base. D'abord, c'est que dans Silver and Gold, on pouvait cocher où on voulait au début. En tout cas, quand on faisait la première coche d'une carte. Alors que là, il y a un endroit précis, c'est thématiquement l'entrée de la pyramide, donc on doit forcément faire la première croix ici. Puis on va devoir tracer son chemin, explorer les lieux à partir de là où on est entré. Et comme dans le jeu de base, il faut forcément mettre des trucs de manière adjacente. Et la deuxième modification, qui est importante, mais qui est liée forcément à la première, c'est que pour valider une carte, les cartes elles vont toujours valoir 10 points, ce qui est un changement par rapport au jeu de base, mais parce que du coup le jeu de base il y avait des couleurs qui c'est que les points étaient différents, là les couleurs elles servent à autre chose, c'est une espèce de petite course, mais du coup dans Silver and Gold Pyramid, contrairement à Silver and Gold de base, on n'a pas besoin de cocher toutes les cases, parce qu'il suffit d'atteindre un coffre trésor ou un truc comme ça pour valider la carte. Mais voilà, du coup ça pose des dilemmes. Est-ce que je vais vite au coffre pour valider? Est-ce que plutôt je vais m'attarder pour récupérer tel ou tel truc? Est-ce que je passe plutôt par là? Ou plutôt là? Qu'est-ce qui reste à tomber comme polyomino à cette manche? Sachant qu'il y en a un qui tombera pas, comme dans le jeu de base. Et ces 2 éléments-là, ça entraîne vraiment des dynamiques assez différentes de celles du jeu de base. C'est vraiment une belle revisite du système de manière, je trouve, assez intelligente. Et de tout ça découle une observation un peu particulière de en fait chacune des cartes qui est, je trouve, un mini exercice de level design un petit peu. C'est comme si on pouvait voir un peu comment est-ce qu'il avait level designer sa carte à chaque fois. L'auteur il va nous montrer un chemin, il va nous montrer le but qui est le coffre, et puis il va nous mettre plein de petites raisons pour nous en écarter. Il va nous mettre des obstacles, que ce soit des passages qui sont plus compliqués à franchir, des espaces où on ne peut pas passer, des têtes de mort qui vont nous faire perdre des points. Et je trouve vraiment que cet exercice-là, je trouve assez réussi sur presque toutes les cartes, qui vont à chaque fois présenter des dilemmes, et de manière assez différente du jeu de base, puisque comme chaque carte vaut 10 points, il s'agit pas d'ajuster la difficulté du parcours en fonction de la couleur de la carte, mais chaque carte a ses spécificités. Pour moi, vraiment comme son grand frère, Silver and Gold Pyramid, c'est devenu vite une référence dans les jeux du genre, je le sens vraiment avec grand plaisir. Et c'est un très bon exemple à donner comme spin-off qui parvient à trouver une identité sans rajouter des couches et des couches à son identité de base. Et alors, j'avais écrit à la base qu'il n'était pas encore disponible en français, et j'avais écrit, je vous le lis, parce que vous savez que ces épisodes sont assez écrits, j'avais écrit « Je ne peux qu'espérer qu'il soit traduit par Oya comme l'avait été le précédent pour qu'il soit plus facile à se procurer ». Et bien dans le dernier c'est dispo du vendredi 8 mars d'hier, au moment où j'enregistre ça, j'ai vu qu'il était effectivement sorti en français chez Oya. Très bonne chose, donc il sera plus facile à trouver et je vous le conseille fortement. On retourne vers les jeux à cocher, et donc bon voilà, Silver and Gold Pyramid est arrivé chez Oya, et bien Trix lui il y était déjà avant, et alors il est pas du niveau de Silver and Gold, mais il a quand même aussi son petit truc qui fait que lui aussi je vous le conseille, c'est une course, et en gros la première personne qui gagne c'est la personne qui aura tout coché sur sa feuille, voilà.
et ce qu'il faut cocher, c'est des cases qui vont de 1 à 12, sachant que plus on a un nombre grand, plus il faut cocher de cases. Et donc pour cocher à son tour, on défausse tes cartes de la valeur en question, ou on peut aussi défausser des groupes de 2 cartes dont la somme va valoir cette valeur-là. Par exemple, à mon tour, je peux défausser un 12, une paire de 6, et puis un 7 et un 5 pour cocher 3 cases 12, parce que double 6 ça fait 12, 7 plus 5 ça fait 12, et j'ai mon 12 tout seul, je peux donc cocher 3 cases. Et quand je coche la toute dernière case d'une valeur, il y a le petit côté en cascade où je peux cocher dans n'importe quelle valeur la première case disponible. Donc vous voyez un peu les bails, on va essayer d'optimiser les coches pour essayer que boum, je finis une ligne, ce qui me permet de finir une ligne, ce qui me permet de finir une ligne, etc. de manière assez satisfaisante. Des sensations assez classiques par ailleurs, que proposent pas mal de jeux du genre. Et donc les cartes, ces cartes-là qui vont être le moteur un peu de la manière dont on va pouvoir cocher, on va les récupérer dans des pioches. Il y en a 2 faces visibles et une face cachée. Et donc soit à notre tour on pioche, je crois 2 cartes, soit on coche des trucs, soit et si on arrive à vider sa main en cochant, on peut repiocher automatiquement, et du coup ça nous économise une action de pioche en fait. Il y a aussi le fait qu'on puisse se défausser toutes les cartes d'une valeur, voilà, pour parfois faire de la place dans une main qui est pas limitée en termes de taille, et parfois il y a des cartes inutiles dans notre main parce qu'on a déjà tout coché de cette valeur. Donc on est bien dans un jeu à cocher, effectivement on coche des choses, mais on s'éloigne beaucoup des habitudes des trucs and write, puisqu'on n'est pas du tout dans la soumission à un lancer de dés ou un retournement de cartes, quand bien même parfois ça offre des choix. On est plutôt dans de l'optimisation de main, on va essayer d'optimiser nos tours pour optimiser ce qu'on coche. Le tout, il n'y a pas tellement de hasard, puisque il y a cette pioche face cachée qui est du hasard, ou parfois si mes voisins piochent des cartes, il y en aura d'autres qui seront révélées. Bon voilà. C'est aussi un jeu où on est beaucoup moins dans son coin que pas mal de jeux du genre. Alors on va pas jusqu'à gommer les feuilles des autres, on n'en est pas là, mais quand même c'est une course déjà, et on fait attention à ce qu'on laisse parce qu'on sait qu'on peut créer des ouvertures, on sait que là cette valeur-là intéresse peut-être vraiment quelqu'un. Donc ouais, il y a quand même, on fait quand même gaffe à ce que font les autres. Alors bon, les sentiments de jeu ils sont pas non plus ébouriffants, mais pour moi c'est quand même Triggs un jeu plus intéressant que pas mal de jeux qui sortent et qui restent dans des cadres vraiment très balisés. Là il y a quand même, c'est pas une saveur inoubliable, mais au moins il a un petit truc qui fait que la saveur est quand même particulière, et que au moins aux premières cuillères on n'a pas l'impression de boire le même potage que la veille et que depuis des années. On finit cette partie avec un tout petit jeu taïwanais, et je dis tout petit jeu qui dure 10 minutes, mais en termes d'édition, bon, la boîte est petite, mais elle aurait encore pu être de la moitié de la taille, donc ça c'est pas cool. Et également, au niveau de la manip, les échelles de valeur sont pas forcément très agréables à manipuler, et on est dans du pur jeu de spéculation et de prise de part dans différents éléments. Ici c'est des légumes, ça pourrait être des entreprises, etc. C'est un jeu où on va jouer 6 tours, et à chaque tour on va prendre une carte qui a 3 légumes, et à la fin, pour chaque légume qui est sur nos cartes, on marque la valeur finale de ce légume qui va de 0 à 5. Donc j'ai 3 aubergines, les aubergines à la fin valent 4, et ça me fait 12 points pour les aubergines. Voilà. Donc cette valeur, ce marché un peu, c'est de la manipulation de marché clairement, il va être modifié par la dernière carte qui va pas être choisie par les gens autour de la table à chaque tour. Donc à chaque fois on étale autant de cartes que de joueurs ou joueuses plus 1, et la carte qui va rester va faire évoluer les marchés vers le haut, toujours. Parce que pour chaque légume visible, la valeur augmente de 1, donc s'il y a 2 aubergines à maïs, l'aubergine va augmenter de 2 et le maïs de 1. Donc évidemment, on va essayer de laisser des trucs qu'on a en main, etc., etc. C'est tout con, mais évidemment, si on arrive en haut de la piste, si on arrive au 5, crash boursier, crash de légumes, et on retombe à 0, sans que ce soit forcément définitif, le légume il pourra remonter peut-être au cours de la partie. C'est vraiment très épuré dans le genre, beaucoup plus qu'un startup ou que tous les cubes, rails, etc. C'est vraiment le genre dans sa plus pure expression, et ça s'embarrasse vraiment de rien d'autre. Moi c'est une philosophie, vous le savez, que j'aime beaucoup, les purs, et en plus pour le coup c'est une très bonne porte d'entrée pour aborder ces dynamiques là de manipulation de marché. Cela dit, on pourrait s'attendre du coup à ce qu'il tombe dans les tops et tout, je trouve que c'est quasiment trop concentré comme proposition pour moi, c'est presque un exercice de style de game design, parce que le scope il est tellement étroit que il donne pas l'impression d'avoir des masses de prise sur l'ensemble, surtout quand on joue à assez nombreux, puisque vraiment la carte qui va rester à la fin on a très peu de contrôle dessus. Bon voilà, mais les configurations à plus c'est aussi, contrairement aux configurations à 2 ou 3, l'occasion plutôt de foire d'empoigne, de négociations un peu à la volée pour essayer de faire monter le brocoli ou de faire s'écouler la carotte, où il va y avoir un peu plus de tchatch, qui est plutôt moi une dynamique que j'aime bien autour de la table. Ce sentiment de trop peu aussi je l'ai à 2 ou 3, alors je sais pas trop, notamment à 2 ou 3 dans les scores de fin de partie, parce que souvent c'est très proche, et on n'a pas l'impression que les quelques points de plus, on les ait vraiment mérités, ou que les quelques points de moins, ce soit là aussi mérité. Là où il y a, en fait, il y a beaucoup de jeux économiques de manipulation de valeur qui finissent avec des écarts parfois assez significatifs, où ça reflète bien la différence dans la partie. Moi c'est vraiment Vegetable Stock, un jeu que j'adore faire découvrir. J'aime bien le présenter comme introduction à des jeux un peu plus
costauds dans le genre comme un Trick of the Rails, des jeux de Cube Rails ou bien la marche juste au-dessus, je pense, de jeux taïwanais, c'est Startups de On Games que je trouve vraiment beaucoup supérieur en termes d'intérêt et d'enjeu. Et c'est aussi par contre une philosophie de game design que j'apprécie beaucoup, mais il y a ce goût de trop peu pour devenir vraiment un incontournable et pour devenir vraiment sur le long terme un jeu régulier sur mes tables. Voilà, et comme d'habitude, on va finir par les tops. Et comme je le disais en introduction, profitez-en bien. Il y a quand même pas mal de tops ce mois-ci, et profitez-en parce que dans les mois à venir, il y en aura beaucoup moins. Mais c'est vraiment là les expériences ludiques que je trouve qui m'ont vraiment marqué le plus en janvier 2024, et que vraiment je vous conseille de jeter un œil, quoi qu'il en soit, surtout si le genre vous parle. On commence ces tops avec un jeu solo de Friedemann Friese. C'est un genre, enfin en tout cas un format dans lequel il semble assez fort, hein. Moi je vous rappelez peut-être du succès sur moi de Fini l'été dernier. Alors là on est dans un jeu qui est sorti à Essen 2023 et dans lequel il a voulu retranscrire les sensations du pinball, parce qu'il était insatisfait par une proposition d'un roll and ride qui s'appelle Super Skill Pinball, qui est plutôt sympa par ailleurs, mais et du coup l'idée de Freaky Frogs from Outer Space, qui a déjà ce nom incroyable, c'est qu'en 3 ou 4 balles, le but c'est simple, c'est de faire le meilleur score. Vous le savez, dans les jeux solo ou coop, c'est rarement ce que je préfère, mais la différence c'est que Friedemann Friese, quand il choisit quelque chose, c'est pas au hasard ou c'est pas parce que tout le monde le fait. Là c'est totalement cohérent avec l'esthétique du pinball, puisque on est vraiment dans de l'arcade pure et du scoring et des high, comment on appelle ça, vous savez, les trucs où on met son nom en 3 lettres, là, il y a un truc qui... Ça a un nom ce truc en tout cas, les échelles de score quoi. Et du coup, il y a ce côté-là du scoring qui explose, qui se multiplie et tout, les multiplicateurs, et du coup, l'idée d'avoir un score a du sens. Le système, ça se base sur des cartes qu'on va jouer pour faire passer la balle d'un lieu à l'autre sur la table de pinball, avec évidemment des contraintes sur les trajectoires possibles. Quand la balle vient de là, elle peut aller là ou là, et puis ça va dépendre évidemment si elle est en phase montante ou descendante. Et évidemment, quand elle descend tout en bas, il faut avoir les bonnes cartes flipper, donc les petits bâtons là qui s'appellent donc les flippers, pour évidemment renvoyer la balle vers le haut et regagner des points. On va activer des bumpers, on va activer des rampes, on va allumer les lettres frogs, on va récupérer des cartes justement en activant certaines choses. Et tout ça, c'est pour repousser l'échéance de la balle perdue qui, vous savez, on la perd si on peut plus la renvoyer. Tout simplement parce que on n'a pas les bonnes cartes, ou bien si on pioche trop de cartes spéciales qui sont des cartes lost ou outlane, avec cette idée de la balle qui passe la bille qui passe soit sur les côtés, soit vous savez ce petit sum quand ça passe tout pile entre les deux flippers et qu'on ne pouvait rien faire. Et par-dessus ça, vous rajoutez évidemment tout ce qui fait un peu l'explosivité du pinball et de son score. Il y a des multiplicateurs, il y a des extra balls, hein. Je disais de base c'est 3, mais on peut en récupérer une 4ème, mais surtout il y a ces multi-balls où du coup on joue avec 3 balles en même temps et c'est complètement ma boule la frénésie que ça entraîne. Alors moi, en vrai, physiquement j'ai quasiment jamais joué à un pinball. C'est peut-être quelque chose que j'ai fait plus jeune, ado, mais j'en ai même pas vraiment de souvenirs précis, même si par exemple j'ai un peu plus de souvenirs d'avoir joué à des jeux d'arcade, le pinball un peu moins, même si c'est pour le coup c'est un monde qui me fascine pas mal et qui est de niche, hein, mais qui a toujours ses amateurs et tout. Par contre, alors si j'ai pas beaucoup joué en vrai, j'ai passé des heures assez longues sur la version Windows de DX Ball, je crois. Je vous mettrai des images, vous me direz si ça vous parle, ou autre chose, autre console, sur cette fois Game Boy, Pokémon Pinball. Juste dire Pokémon Pinball, moi, ça m'éveille en moi une grande vague nostalgique. Et donc Freaky Frogs, que j'appelle comme ça maintenant, on va le dire, c'est vraiment avec une base de jeu de cartes, et il arrive quand même à retranscrire très bien ce que je ressentais moi comme frénésie, comme tension, l'impression parfois de rentrer dans une espèce de zone, et l'espèce de vertige aussi que provoque les scores très très explosifs, quand il y a tout qui va s'enchaîner, quand on va gagner des points de manière exponentielle. Il y a aussi la frustration évidemment de cette balle qu'on n'arrive pas à récupérer, même si comme dans un vrai pinball, il offre des portes de sortie puisqu'on peut nudge, on peut faire des trick shots, mais pour ça il faut évidemment avoir les bonnes cartes. C'est des choix qui sont quand même, c'est rigolo parce qu'il y a des choix assez évidents, mais il y a quand même des moments où vraiment il y a de l'enjeu. Est-ce que j'envoie vers la rampe? Est-ce que je vais plutôt là? Il y a un peu de prise de risque aussi, qu'on va comparer un peu à ce qu'on pourrait retirer de cette prise de risque. Et il y a aussi quand même quelque chose dans le jeu d'assez étrange, hein. C'est souvent le cas chez Friedemann Friese, il y a quelque chose d'assez fascinant dans ces jeux. C'est un jeu qui est assez évident, assez transparent dans sa pratique,
parce que il s'inscrit en fait dans une certaine logique, qui est la logique du pinball, et si on a joué un peu à des pinballs, on arrive à visualiser le trajet que prend la balle, parce que c'est un trajet logique, qui a du sens physiquement. Alors même que on n'a pas de support, on n'a pas ce support, il n'y a pas cette gravité qui joue avec les cartes. Il y a un petit poster qui représente la table, mais on arrive très très vite à s'en séparer, parce que moi j'en ai pas ressenti l'utilité, même si c'est une béquille potentielle qui existe, et tant mieux. Malgré cette espèce d'évidence qu'on arrive à visualiser, les premiers tours ou les premières parties, ça va dépendre des personnes, il y a souvent un petit retour dans les règles pour se dire « Ah mais là, qu'est-ce qu'on fait, dans quel ordre? À quel moment est-ce que je score les bumpers? À quel moment j'applique le multiplicateur ?» C'est un genre de truc qui casse un petit peu le rythme du jeu, même si au dos de la règle, quand même, il faut saluer qu'il y a un petit résumé des trajectoires possibles, et pour moi, après la première partie, c'est devenu suffisant, ce dos de règles, même s'il faut que je retourne un peu dans les règles quand j'ai pas joué depuis un certain temps. Il y a aussi le scoring, peut être un peu laborieux si vous utilisez le petit système, le carnet de score qu'il y a dans la boîte. Évidemment, c'est des choses qui cassent le rythme. Moi, je vous invite à plutôt utiliser, il y a une version numérique sur le site de Zwei F-Spiele, je vous le mets dans la description, et ça permet d'accélérer un peu ce processus, même si évidemment on peut pas avoir l'immédiateté d'un vrai pinball qui va compter le score en direct. Et moi, partie après partie, Freaky Frogs, des parties qui sont très variées, où je peux faire des très gros scores et puis des gros échecs, sur une même partie d'ailleurs parfois, mais petit à petit Freaky Frogs il s'est installé vraiment dans mes meilleurs jeux de 2023 tout simplement, et c'est là à renforcer mon admiration pour Friedman Freeze, dont j'ai déjà dit plein de bonnes choses en 2023, que ce soit sur Fauna, sur Fini, j'en dirai des bonnes choses en 2024, peut-être même dès la prochaine vidéo de découverte du mois de février. Je trouve que c'est un auteur parmi ceux qui arrivent le mieux à proposer une expérience, une espèce de jeu somme, une expérience totale, et qui arrive à transmettre des émotions très très fortes, et qui sont une espèce de mariage parfait entre la proposition générale, la manière de la réaliser par justement son propre média, le jeu de société. Alors Friedman Freeze, il fait pas beaucoup de suites à ces jeux, ce qui est une démarche qui moi me convient tout à fait, j'aime beaucoup le fait qu'il expérimente et qu'il évite, il y a eu les Fable là, il y a eu une certaine série où il a fait plusieurs itérations dedans, mais je vous avoue que moi sur Freaky Frogs, j'ai un peu l'espoir secret de voir d'autres tables, avec peut-être d'autres decks, des autres dynamiques, que ce soit de sa part ou peut-être des choses fan-made, parce que mine de rien, le pinball, c'est des tables, c'est une affaire vraiment de level design pour moi, qui vraiment ça se prête super bien à multiplier des propositions pour en fait multiplier les expériences vécues. Alors c'est un jeu qui est pas encore dispo en français, à vrai dire je sais pas s'il le sera un jour. Fini il l'était, c'était chez Edge, vendredi il l'était, je sais pas si celui-là arrivera un jour en français, mais franchement si vous jouez en solo, grosse recommandation. Ça demande peut-être un peu d'engagement les premières dizaines de minutes, mais ça en vaut largement la peine. On change de pays, on quitte l'Allemagne et on va s'éloigner du solo pour un jeu japonais qui gagne à être joué pour le coup à minimum 3, alors la boîte annonce que c'est jouable à partir de 2, évitez, c'est jouable mais bon voilà, ça pourrait être indiqué à partir de plus. Alors ce jeu, Rumble Nation, c'est suite à la mise en avant par le Passe-Temps que ça m'a intrigué, notamment par Simon, qui avait fait des promos dessus et tout et qui en disait beaucoup de bien. Alors je l'ai pas pris, mais il y a un camarade de jeu qui l'a fait, et donc j'ai eu l'occasion de m'y essayer, et effectivement l'enthousiasme de Simon avait des très solides fondements. On est dans un genre assez cadré et assez classique dans du jeu de contrôle de territoire par majorité. On va placer des pions sur des territoires, et si on a plus de pions que les autres, on va marquer des points, mais si on est deuxième, on va aussi marquer un peu de points mais moins. Voilà, vous imaginez un petit peu un Las Vegas où on récupère chacun des billets, mais c'est un genre qui est quand même assez chargé en jeu, et honnêtement la plupart... t'es là et tu te dis en fait mec, t'as El Grande qui existe et tu fais pas mieux, et El Grande date de 95 et c'est toujours aussi bien. Moi j'aime beaucoup El Grande, grand jeu, et honnêtement n'importe quel jeu du genre a El Grande comme ascendant aujourd'hui, mais je trouve que Rumble Nation, il arrive quand même à tirer son épingle du jeu avec beaucoup de force. Alors comme les autres jeux du genre, c'est un jeu qui est plein d'interactions la majorité, et le contrôle de territoire. Il y a aussi des interactions directement grâce au jeu, mais il y a aussi des histoires de vengeance qui sont interpersonnelles et qui parfois ne sont pas très rationnelles. Il y a des provocations, il y a des alliances de circonstances, il y a des petits coups qui arrivent à rapporter pas mal de points. Par exemple, quand on arrive à placer un pion ou deux et que ça nous permet d'être deuxième, alors que le premier, pour être premier, en fait, pour assurer sa première place, des fois il en a mis 7. Alors effectivement, on va gagner moins de points sur ce lieu, mais proportionnellement, en fait, on gagne la moitié des points avec juste un pion. On a peut-être fait finalement un meilleur coup, parce que du coup, ça nous a peut-être permis de faire une meilleure répartition des forces sur le territoire global, sur d'autres espaces. Et surtout, dans Rumble Nation, il y a quelque chose qui est du domaine de l'évidence, de la pureté, et ça correspond, je sais qu'il y a peut-être un peu cette image d'Épinal et que c'est un stéréotype, mais moi ça correspond en tout cas à l'idée que je me fais d'un certain game design à la japonaise, qui travaille à l'épure, qui travaille un peu à la soustraction et qui essaye de vraiment rester concentré
vers l'essentiel, on parle parfois de minimalisme. Il y a un côté où on rajoute pas des couches, on évite de s'éparpiller, on reste focus sur ce qui procure les émotions premières du jeu. Ici, les enjeux ils sont clairs, la façon d'y arriver et de les mettre en place c'est simple, il n'y a aucune question qui se pose trop pendant la lecture des règles. Et cet aspect très limpide, en fait, ce qui est très fort, c'est que ça enlève rien à la profondeur des choix. Et moi j'adore ça quand il y a pas... moi je déteste les jeux qui, c'est des jeux un peu frimeurs, quoi, qui arrivent et qui disent « Regarde-moi comme je suis très profond », mais qui en fait, c'est juste un assemblage de trucs et une superposition. En fait, ils se sentent obligés parce que leur cœur, il est assez vide et il n'y a pas grand-chose à défendre dedans. Là, il y a un cœur, il est là et... il suffit à lui-même, il a pas besoin de frimer et d'en mettre des couches. Ça se repose aussi sur un système de placement que je trouve assez brillant, qui mélange habilement le hasard et le choix, puisqu'on va lancer des dés, on va les associer pour choisir à la fois le territoire et le nombre de troupes qu'on va placer. Donc il y a du hasard, qui peut parfois être frustrant, notamment en fin de partie, mais il y a quand même un peu de contrôle, puisque chaque dé c'est nous qui allons décider de son usage. Et derrière ce placement qui est fluide et très très malin et assez immédiat, je veux dire... on se pose pas trop de questions non plus, enfin les possibilités sont assez rapides à évaluer. Il y a aussi, il faut la noter, la question de la résolution de fin de partie pour voir qui marque les points. Là aussi c'est très malin et ça a un gros impact sur les choix qu'on fait durant la phase de placement, parce que c'est une phase presque automatique, mais ça va pas mal décider de comment on place ses pions. En gros, il y a chaque territoire, je crois, qui a un nombre aléatoire au début, je crois que ça va de 1 à 12, et tout simplement, le territoire 1 va rapporter 1 point, et le territoire 12 va rapporter 12 points, et en tout cas pour la première place, les deuxièmes vont gagner un peu moins de points, etc. Mais au-delà des points que ça va rapporter, on pourrait se dire, ok, on va tous sur le 12. Non, parce que c'est aussi un ordre de résolution. Donc on va d'abord voir la majorité sur le territoire 1, puis sur le 2, etc. Et la personne qui gagne, ce qu'elle peut faire, c'est que les troupes qu'elle possède sur le territoire, qu'elle vient de remporter, elle peut les répartir dans les territoires adjacents. Et du coup, vous en doutez, ça va faire évoluer les majorités lors de la phase de résolution, d'où l'intérêt de se placer sur les petits nombres, parce que même si ça rapporte pas beaucoup de points, du coup ça va nous apporter pas mal de flexibilité par la suite, et potentiellement nous permettre de renverser les trucs là où, au moment où les autres ne peuvent plus faire de choix et ne peuvent plus agir. Enfin, vous pouvez rajouter à ça le fait qu'une fois dans la partie, du moins si personne n'a tout placé, c'est ça, oui, si personne n'a tout placé, enfin il faut que personne n'ait posé tous ses jetons, sinon on peut plus faire ça, mais sinon une fois dans la partie, on peut dire non je vais pas lancer les dés, et je vais plutôt utiliser une carte, qui va offrir un pouvoir unique, on va en avoir pas tant que ça, et il y a pas mal de cartes, donc ça va pas mal faire de rejouabilité, hein. Je dis ça comme ça parce que vous savez que c'est un trope du jeu de société, voilà, le fait de la variété en tout cas, et des dynamiques différentes selon les cartes qui sont disponibles, mais au-delà du fait que ces cartes-là, elles ont quand même un impact sur le jeu si on les joue au bon moment, c'est aussi un moyen de jouer sur le tempo, parce qu'on peut passer un tour sans placer ses pions, mais il y a quand même, évidemment ralentir c'est bien parce qu'on veut voir un peu où se placent les autres, mais si on place ses pions avant les autres, il y a aussi, on récupère un petit jeton qui nous permet d'avoir l'avantage en cas de majorité, c'est une chose qui arrive régulièrement. Comme ça, on dirait que j'énumère plein de trucs et que ça fait beaucoup, mais honnêtement, ouais, il y a le côté très immédiat, ultra pur, qui fait qu'on peut vraiment se concentrer sur nos choix et on n'est pas distrait en fait par plein de trucs qui vont nous parasiter, au contraire, tout est là pour nous faire nous recentrer sur ses choix, tout ça rentre en interaction de manière très cohérente et sans jamais être là pour distraire. Honnêtement, pour moi... Rumble Nation, c'est un des meilleurs jeux du genre. Il y a aussi une édition qui rejoint l'élégance du game design, moi j'adore les cartes de jeu, de manière générale, pas les cartes qu'on joue, mais les plateaux, je les trouve très stylés. Et moi c'est vraiment des sentiments de jeu que j'aime beaucoup. Évidemment, ça va crier, ça va chouiner, beaucoup d'interactions, beaucoup de frustration, beaucoup de méchanceté possible, mais moi c'est ce que j'aime beaucoup dans ce genre de jeu. Je sais qu'il y a aussi une version Deluxe qui est sortie l'été dernier au Japon, donc qui est très dispensable sûrement, je crois que ça rajoute pas des masses de choses en termes de mécanique de jeu ou d'éléments de jeu, mais pouf, alors elle est aussi un peu chère, elle est pas facile à se procurer, mais elle est super belle. Alors moi je ne possède pas le jeu, comme dit j'avais fait un pass, mais honnêtement si j'ai l'occasion, aucune hésitation, ça rejoindra ma ludothèque pour être une de ses plus solides fondations, en tout cas dans le genre. La dernière découverte du mois grâce à Jérémy, elle est là dans les tops après pas mal de matchs, quasi uniquement simple. Alors pour l'anecdote, je l'ai vu hier, au moment où j'enregistre ce son, et il m'a laté 3-7-0, il gagne tout le temps contre moi, et je le félicite, vous pouvez faire des petits bravos, des petits emojis, bravo Jérémy, c'est sûrement top 100 ATP
7 matchs. Mais je joue surtout en simple du coup parce que j'ai fait quelques parties en double et je vous avoue que je trouve ça très accessoire, moins intéressant en termes de dynamique, de respect des règles du tennis, etc. Et pourtant donc là je l'ai découvert comme ça en décembre, mais j'en entends parler depuis pas mal d'années comme une petite référence dans le genre, notamment de la part de Cargo évidemment, hein, qui est chez Proxy qui adore ça. Mais alors je crois que je l'ai déjà dit le mois dernier sur le cortège, mais c'est un style que j'aime bien, la pichenette, pour plein de raisons. Mais j'y suis déjà très mauvais en général, vraiment, mais j'en possède quasiment pas. Et celui-là, je l'ai essayé, je l'ai adopté, le lendemain je l'achetais, voilà, après son essai. Si vous voulez un peu plus de détails, j'en ai parlé justement chez Proxy Jeux dans le format T'as joué à quoi. C'est un épisode où Cargo, voilà, hein, j'avais déjà parlé de Cargo, mais lui il parle justement du jeu Le Cortège dont je parlais le mois dernier, et on a Astien qui parle de Dungeon Fighter, parce que c'est un épisode spécial jeu d'adresse, de manière totalement involontaire. Et donc la pichenette, 7 match, je l'utilise pour simuler un match de tennis, comme vous pouvez le deviner, avec des points qui vont dépendre du mode de jeu. Alors moi je joue vraiment avec le mode de base, et il y a des règles qui, comme pour Freaky Frogs from Outer Space, elles sont rien à voir en termes de jeu et tout, mais même s'il y a cette zone quand même, on retrouve des sensations de frénésie et d'entrer dans une immersion très forte. Chapeau à ces deux jeux, qui, voilà, une immersion très forte, et ça amène le top. Le mois dernier, je vous parlais de résistance comme ça. Mais donc, je disais, les règles, elles trouvent leur logique dans l'activité qu'elles reproduisent. Pour Freaky Frog, c'était le pinball, ici, c'est le tennis. Alors, c'est plus accessible que le jeu de Friedman Freeze, mais si vous connaissez le tennis, ce sera très facile de se mettre à 7 matchs, parce que ça reprend vraiment les règles, service, etc., les points aussi, même si c'est qu'en 3 jeux gagnants. Et cet match il brille vraiment par la manière dont il arrive à reproduire certaines dynamiques. Alors évidemment l'effort physique est absent, hein, c'est pas un match de tennis, on n'a pas la raquette, on suit pas, mais il y a cette tension. Il y a cette stratégie de viser certains endroits du terrain pour mettre plus de points, afin de gagner l'échange qui se fait avec une espèce de tir à la corde. Il y a la recherche de l'ace, qui est dangereuse, mais qui est très satisfaisante et en même temps qui permet de se sortir de certains coups. Il y a les contre-croisés, il y a les amortis qui rapportent des bonus, mais qui sont plus difficiles à faire et qui sont des petites prises de risque. Il y a aussi des échanges qui peuvent durer, et la tension elle va monter comme ça petit à petit, au fur et à mesure qu'on s'investit dans le point, comme lorsqu'il y a réellement des rallyes, hein, comme on appelle ça au tennis, c'est quand il y a des très très longs échanges, il y a vraiment cette tension qui s'installe et l'envie de ne pas briser ça, de pas la fameuse peur de gagner et de pas envoyer la balle dans le filet. Et ce qui est fort, c'est aussi le rythme qui s'impose petit à petit. C'est rigolo parce que c'est pas un jeu où il y a une contrainte de temps. C'est-à-dire que si je veux faire mon coup en 5 minutes, j'ai le droit. Mais de manière assez naturelle, il y a un rythme qui va se créer avec une régularité, des ruptures, une montée en intensité, une pression qu'on va se mettre en répondant du tac au tac en fait, en faisant la pichenette vraiment au moment où on la reçoit, plutôt que de prendre de temps. C'est vraiment brillant, c'est fort en sensation, avec il y a vraiment ce plaisir là lorsqu'on sort le petit ace, il y a le sum qui est là aussi quand on fait la double faute ou qu'on envoie la balle dans le filet. Moi je trouve que c'est vraiment une réussite totale qui, comme Freaky Frog, ça parvient à capter une certaine essence de l'activité qu'il essaye de simuler, ici le tennis, et tout en s'appuyant vraiment sur les forces de son support, le jeu de société. Je parlais de Rumble Nation et celui-ci aussi, Take It Easy, alors bien plus ancien, 1983, hein, Rumble Nation c'est 2017, mais lui aussi, il a été loué par Simon du Passe-Temps, qui pour lui sa découverte c'était un peu une révélation, il le comparait à des jeux plus récents comme un Lucky Numbers, qui dans son genre, moi c'est un de mes jeux de chevet, hein, je trouve que c'est absolument brillant. Alors celui-là ouais, c'est Peter Burley, donc qui l'a fait dans les années 80, et un peu quand même, comme un Can't Stop, il y a un côté très très classique, beaucoup plus simple encore que Can't Stop, pas dans ses mécaniques, mais Can't Stop, il y a, vous savez, le fait de faire les paires de dés qui peut un peu faire mal à la tête, en tout cas la mienne, là c'est beaucoup moins le cas, et il y a ce côté, donc comme un Can't Stop, le côté classique, éternel, hein, atemporel, le temps, t'as l'impression qu'il a pas d'emprise sur ce jeu, sur ses visuels non plus parce que c'est vraiment pas beau, mais on s'en fout, et du coup la réédition c'est vraiment un bon moyen de remettre ce jeu en avant, et on va retrouver des sensations qu'on a pu avoir plus récemment, dans un Super Mega Lucky Box par exemple, le côté un peu cascade du flip and right en moins, on est dans du pur jeu de bingo, en duplicate, donc on utilise vraiment toutes et tous les mêmes tuiles, et donc quelqu'un va tirer une tuile, tout le monde va prendre la même, et va la mettre sur son espèce de tableau, de manière très très individuelle, aucun impact sur ce que font les autres, zéro interaction. Il y a un mode solo, alors je sais pas s'il existait dans les années 80, mais il change rien par rapport au mode à plusieurs, si ce n'est évidemment l'ambiance autour de la table, et c'est quand même pas rien. Parce que autour de la table on va jouer les mêmes tuiles, je tire une tuile, tout le monde va l'utiliser, mais on va peut-être pas les placer au même endroit. Et petit à petit, du coup on n'est plus à attendre le même tirage. Il y a quelqu'un qui veut une tuile alors que d'autres personnes en veulent d'autres. Parce que dans ce jeu, ce qu'il fallait absolument, et Peter Burley s'y est pas trompé, c'est qu'il y a un certain nombre de tuiles, je sais plus exactement,
pas loin d'une trentaine, mais on va pas du tout toutes les placer à chaque partie. Il faut en laisser certaines inutilisées pour éviter le côté très puzzle et calculatoire total. Là, il y a vraiment une part d'aléatoire dans l'ordre du tirage, on ne pourra pas faire le meilleur score à chaque fois. Voilà, il y a le côté aléatoire dans l'ordre de tirage, mais aussi dans ce qui sera tiré. Et c'est ça qui va provoquer une ambiance autour de la table, même si c'est un jeu très solitaire. Il y a ouais, vas-y, sors le 9-2-3, ou bien ouais, vas-y, sors le 5-8-7. Avec évidemment des sentiments comme le plaisir quand ça sort, la rage quand rien ne va bien, notamment vers la fin alors que l'espace se restreint. C'est super efficace. Le scoring lui aussi, les gens en jeu ils sont super simples, immédiatement identifiables. Il faut mettre le même nombre dans la même colonne ou dans la même diagonale et on multiplie la valeur des tuyaux, des espèces de tuyaux fois le nombre de tuiles de cette ligne. Voilà, bon, tout simple, mais très efficace. J'ai pas grand chose à rajouter sur le sujet. Il y a quand même, je vais vous le dire, même si on s'en fout, j'ai pas grand chose à dire de plus, mais il y a des modes alternatifs de jeu qui existent. Je sais pas à quel moment ils sont arrivés dans l'édition du jeu, je sais pas s'ils apportent grand chose. Moi honnêtement j'ai fait des dizaines de parties de Take It Easy et je me suis pas lassé de la pureté du jeu de base. Et donc voilà, un petit jeu de 1983 qui est toujours plus moderne, toujours plus intelligent, toujours plus brillant que 80% des jeux qui soi-disant visent ce public-là familial. Et ben ça arrive pas à la cheville à ça parce que voilà, il faut le talent un peu. Donc voilà, plutôt que de sortir tous ces jeux-là un peu médiocres ou mauvais et inonder le marché, moi je sais que j'ai tendance à préférer 1000 fois la remise en avant d'un jeu qui a fait ses preuves comme celui-ci et qui est toujours pertinent. On va finir avec un jeu qui a maintenant plus d'1 an, il est sorti début 2023, alors que, bon, dans l'absolu on s'en fout qu'il soit sorti il y a plus d'1 an, vous le savez, je parle pas spécialement de jeux parce qu'ils viennent de sortir, voilà, je viens de parler d'un jeu de 83, mais si je le dis qu'il est sorti il y a environ 1 an, c'est parce que mes premières parties, moi, elles datent aussi d'il y a un peu plus d'1 an, et pourtant, je vous ai jamais parlé dans ces bilans ludiques du mois de That's Not a Hat. Il avait été notamment nommé de manière un peu inattendue à l'As d'Or l'année dernière, je dis inattendu, voilà, ça avait fait râler pas mal de monde parce que, en fait, on n'avait pas du tout entendu parler du jeu, ce qui est pas une raison évidemment pour râler, sachez-le, et pourtant ouais, bravo au jury qui a eu un bon flair pour ce jeu de Casper Lab, qui est un auteur qui, voilà, moi je suis pas toujours entièrement fan de ces jeux, mais il y a toujours quelque chose qui mérite le détour chez lui, donc très cool. Et donc ici il fait le choix d'un jeu concentré sur la mémoire immédiate, vraiment principalement, et moi mes premières parties c'était des parties à 3, et bon, voilà. J'étais très conscient du fait que c'était pas la configuration idéale, mais il y avait quand même des promesses, enfin ça suffit entre guillemets pour se dire ok, je vais lui redonner des chances à plus, je sens qu'il y a un petit truc à faire avec ça. Donc je lui ai laissé le temps, et après des mois, petit à petit en fait il s'est installé doucement dans mes jeux de l'année, tout simplement, voilà. C'est ce que je l'ai montré dans ma vidéo bilan, si vous l'avez pas vu, je vous invite à la visionner. Alors récemment j'ai appris que les visuels très minimalistes et qui servent un peu le jeu quand même en termes de visuels, ça avait été réalisé par l'IA, sans que ce soit transparent au niveau de l'édition, il y a marqué l'illustration, il y a marqué un studio d'illustration, mais il y a marqué nulle part que c'est une IA. Moi, j'ai pas un avis pertinent ni très développé là-dessus, en tout cas j'aimerais que ce soit transparent juste, voilà. J'ai pas encore forgé mon avis dessus, si ce n'est que soyez transparent là-dessus, c'est mieux. Et même si comme dit, je les trouve adaptés au ressenti du jeu. Franchement, vu les visuels, dommage d'être passé par là, alors qu'il y avait moyen de faire autrement. Donc je disais, un jeu de mémoire immédiate, c'est un genre dans lequel je suis absolument nul, vous commencez à le savoir, je vous ai déjà parlé de Trio et tout. Évidemment, ça donne lieu à des moments extrêmement drôles et absurdes, mais il y a aussi, et pour le coup c'est compliqué pour certaines personnes, autrement que la mémoire, potentiellement c'est aussi un jeu de bluff, parce que si on se rappelle pas de l'objet qu'on doit faire passer de manière cachée, peut-être que on peut bluffer pour ne pas le laisser transparaître, installer le doute, affirmer quelque chose de manière très assertive, pour mettre le doute à la personne, ou en tout cas essayer de les convaincre qu'on sait. Et il y a vraiment quelque chose de magique dans That's Not a Hat, dans la manière dont, avec quasiment rien, au point que franchement quand on y joue et quand on lit les règles, on soit proche de crier à l'arnaque, et il arrive à apporter autant d'émotions. Parfois moi je le compare un peu à The Mind dans la manière dont le game design, c'est presque un des game design transparents, au point qu'on le croit inexistant, alors qu'en fait juste il a su vraiment se camoufler derrière des pures sensations de jeu, et qui en fait elles sont permises juste par ces règles là et ce game design. Donc il existe, mais c'est juste qu'il s'efface devant les émotions ressenties. Alors toutes les parties se valent pas, clairement c'est une offre qui peut rebuter, à laquelle on peut être très insensible. Moi je sais que c'est un jeu qui m'a fait vivre parmi mes meilleurs moments ludiques de 2023, notamment, alors je sais toujours cette partie au Weekend Proxy Jeux de 2023, on avait une très grande tablée, collectivement, avec That's Not a Hat, on a créé une narration complètement folle autour du jeu, des objets qui s'échangent, on rebondissait sur les propositions des uns, des autres, avec une espèce soit de continuité, soit des ruptures
complètement absurde. Alors c'est une partie qui a duré longtemps, plus que ce que dit la boîte de jeu, parce que pour le coup la création de cette narration, je pense que ça apportait beaucoup d'éléments auxquels se raccrocher pour favoriser la mémorisation. Donc la partie était un peu plus longue, mais c'était super cool de voir un peu évoluer un objet ludique au service d'un moment un peu de pure improvisation, mais au-delà du moment, donc ça c'était une très bonne partie. Une bonne partie, c'est pas forcément la preuve d'un bon jeu, on peut le dire, hein, il y a de très mauvais jeux qui réservent de très bonnes parties et inversement. Moi je trouve que vraiment That's Not a plein d'éléments sur lesquels on peut s'appuyer et qu'on peut analyser en termes de game design sur comment est-ce que c'est un jeu qui arrive à briller, à transmettre ses émotions et notamment à parasiter la mémoire à court terme. Parce qu'on pourrait se dire que, bah non en fait, j'ai juste à me concentrer sur cette fichue carte qui est juste devant moi et ça suffit. Maintenant, il y a plein de petits éléments, l'audio, le son, etc., qui font que ça va parasiter. Donc pour moi, ouais, That's Not a, proposition très brillante. Enfin bon, le jury de l'As d'Or, je trouve ça chapeau quoi, enfin, parce qu'il a su se baser vraiment sur son propre ressenti, plutôt que de se dire, bon ok, allez, les joueurs, les joueuses ont des attentes, ils veulent tous Super Mega Lucky Box, moi le premier, hein, c'est pas pour rien que je le cite, allons-y, on va pas prendre un jeu où vraiment ils y ont pas joué, on a aucun retour. Je trouve que c'est quand même un rôle difficile de vraiment dire, non, on y croit, on rejette tout ça, on se fait confiance. Franchement, c'était un choix qui avait une vraie identité, c'était pas le seul. D'ailleurs, cette année, en 2024, il y a aussi eu des choix qui ont vraiment de l'identité, et je trouve que ça donne une identité au jury aussi. Donc un an après, je vous en parle enfin. Alors il est aussi possible que peut-être, hein, j'ai attendu 6 mois parce que juste, vous le savez, ma mémoire est mauvaise et que en fait j'ai oublié d'en parler alors qu'il était dans ma liste. Mais voilà, That's Not a, j'ai enfin pu vous dire à quel point je l'aimais, et c'est finalement l'essentiel. Et on arrive enfin à la conclusion de cette vidéo. J'aimerais bien vous dire que, alors je vous l'ai dit, on est en mars et tout, j'aimerais bien vous dire que celle de février arrivera bientôt. Le fait est que, sans doute pas tout de suite, peut-être dans quelques semaines, le temps que j'écrive, que je monte et compagnie, que je fasse tout ce qu'il faut. Peu importe, il n'y a pas de contraintes, mais en tout cas la prochaine sera celle de février. Comme d'habitude, je remercie pour commencer, vous qui avez regardé la vidéo évidemment, mais surtout les personnes qui permettent à ces vidéos d'exister, et s'il n'y aurait que des jeux solo, c'est les personnes avec qui j'ai fait des parties, que ce soit en numérique ou sur table, que ce soit des gens comme Paul Gare ou Jérémy qui me font découvrir des jeux, ou que ce soit juste des gens avec qui j'ai l'occasion de les découvrir. Merci évidemment à toutes ces personnes. Je le redis, mais en dessous là, vous avez l'espace commentaire pour parler de vos découvertes ou pour discuter de mes choix, si vous avez adoré Boréal ou Lynx, sait-on jamais. Boréal, je pourrais plus comprendre que Lynx, je vous l'avoue, mais n'hésitez pas à le dire si vous êtes en accord ou en désaccord, ou juste parler des trucs que vous avez découverts, soit des nouveautés ou pas, qui vous ont fait vibrer ou qui vous ont fait vomir. Y a pas de limite à votre dégoût des jeux, vous pouvez bien parler de ce que vous voulez. Également, merci à des éditeurs comme Yellow, qui mettent à disposition des ressources en haute définition, hein. C'est quand même très très pratique quand on est producteur ou productrice de contenu de pouvoir aller sur cet espace presse. Si tous les éditeurs pouvaient un peu prendre exemple là-dessus, je le dis à chaque fois, parce que Yellow sort des bons jeux et des mauvais jeux, je m'en fous un peu, enfin c'est pas je m'en fous, moi je préfère qu'ils sortent des bons jeux, mais indépendamment de ça, c'est vraiment un éditeur qui met à disposition des ressources de manière très agréable. Donc prenez exemple les autres éditeurs si vous en avez évidemment les moyens, hein. Tout le monde n'a pas les ressources de Yellow aussi pour le faire, mais c'est toujours très cool. Je le redis aussi, il y a un petit Buy Me a Coffee si jamais vous voulez aller faire un tour, la description est dans la description, tout à fait, le lien est dans la description. Et je le dis pas toujours, il faudrait que je le dise en intro, je le dirai peut-être en intro le mois prochain si j'y pense. Mais ce format-là, il est aussi, si vous préférez, disponible en version podcast, à l'audio uniquement sur le flux de Playtime, là aussi, le lien est dans la description. Il y a ces formats-là et les formats aussi de jeux de société, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui consomment ça uniquement à l'audio, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous préférez, ça fera moins de vues, mais on s'en fout. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. On se retrouve donc pour des prochains formats, si vous êtes en manque vraiment de mes avis, allez voir d'autres formats comme les hebdo jeux de société qui sont plus réguliers. On se retrouvera pour les découvertes de février où, comme dit, il y aura un peu moins de top. Il y aura aussi un peu moins de jeux, je crois, pour février. Pour mars, qui risque par contre d'y en avoir un bon paquet, je peux le dire, parce qu'on est déjà le 17 ou le 18 mars. Donc voilà. Merci si vous avez suivi jusque-là. Passez de bonnes parties, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Enfin, les parties, j'espère qu'elles seront bonnes. Que les jeux soient bons ou mauvais, j'espère que vos parties seront bonnes. Voilà, prenez surtout bien soin de vous. Et puis on se retrouve une prochaine fois. Ciao!